J'ai été accompagné dans une salle blanche par un médecin. Le médecin m'a demandé de grimper sur un tapis roulant et il m'a regardé. D'abord, il m'a demandé de retirer mon t-shirt. J'ai retiré mon t-shirt et je l'ai mis dans un bac qu'il m'a apporté. Il m'a apporté le bac ouvert devant moi. Ensuite, j'y ai mis mon t-shirt et il m'a regardé. Il m'a regardé et m'a demandé de mettre mes doigts simplement sur le rebord, sur le bord du tapis roulant. Une fois que mes doigts étaient positionnés, il s'est avancé à côté de moi. Il a commencé à mettre l'écran près de lui. Il a mis l'écran près de lui, a tourné l'écran face à lui. Il devait certainement initialiser quelque chose dans l'écran. Peut-être mettre simplement le tapis roulant en route. Une fois qu'il avait mis le tapis roulant en route, le tapis roulant pouvait ressentir à travers mes doigts, il pouvait ressentir mes poumons et pouvait ressentir chaque battement de cœur. Il m'avait expliqué qu'il avait mis en route le tapis roulant, qui allait ressentir à travers mes doigts chaque pulsation, chaque battement de cœur à la minute ou encore à la seconde. Le tapis roulant allait aussi sentir à quel point je transpirais, à quel point je faisais des efforts, le nombre de calories que j'allais brûler, le nombre de pas que je faisais, à quelle vitesse j'allais avancer. J'étais bluffé. Une fois que j'avais mis mon t-shirt dans le bac, il l'a fermé et l'a posé juste à côté de moi. J'ai regardé le bac à côté de moi et j'ai levé la tête. Je lui ai demandé de le mettre un peu plus loin. Il a été le mettre un peu plus loin et m'a regardé. Il m'a regardé et ensuite, il a commencé à marquer avec un feutre noir, à l'encre qui partait simplement à l'eau. Il a marqué des croix. Il a marqué des croix sur mes pectoraux, a marqué des croix sur mon ventre, a marqué des croix sur mes côtes, et sur ces croix qu'il a fait disparaître avec une simple lingette qui était mouillée. Avec une simple lingette qui était mouillée, un simple tissu humide, il a fait disparaître ces croix, les a frottées. Et aux endroits précis, il a gardé son doigt et a posé des sortes d'électrodes dessus. Il a posé des sortes d'électrodes avec une petite pince en métal et dessus passaient des impulsions électriques. Il m'expliquait comment ça fonctionnait. Que que les électrodes, en tout cas, que tout ce qui était collé sur mes côtes, il y en avait trois. Un électrode avec un fil rouge, un électrode avec un fil bleu, et un électrode avec un fil jaune. C'est tous ces électrodes qui étaient posés juste sur le côté, reliaient des impulsions électriques à mes poumons. Ainsi, la machine pouvait plus facilement sentir mes poumons et pouvait plus facilement sentir la respiration, la manière dont je gonflais mes poumons et la manière dont je relâchais l'air. Il m'a expliqué ça et ensuite m'a demandé de... Il m'a expliqué ça et ensuite a posé deux brassards sur le bord de... Juste à côté de moi, sur le bord, sur les accoudoirs qu'il y avait à côté du tapis roulant. Il a posé deux brassards noirs et m'a demandé de passer mes bras dedans. J'ai passé mes bras dedans, j'ai mis mes bras le long des accoudoirs, j'ai passé mes bras dedans et il les a resserrés. Quand je les ai retirés, les brassards, je les ai regardés devant moi. Il m'a dit de continuer à courir, et ces brassards faisaient aller plus facilement la machine. La machine pouvait ressentir plus facilement, chaque pulsation chaque pulsation et chaque battement de mon cœur. La machine pouvait les ressentir plus facilement. Elle pouvait même les sentir plus profondément. Elle pouvait même les entendre en écho. Elle pouvait les entendre un peu plus fort. Alors que j'étais en train de courir, j'étais en train de regarder devant moi. Je commençais à sentir une légère odeur de transpiration et je regardais mon t-shirt que je portais, un t-shirt qu'il m'avait donné, avec le nom de l'hôpital. Un t-shirt qu'il m'avait donné avec le nom de l'hôpital, le nom du laboratoire, un t-shirt gris. Je pouvais voir en dessous de moi, en dessous de mon cou, je pouvais voir le t-shirt commencer à se remplir, à s'imbiber de transpiration. Je courais et j'avais un masque sur le visage. Un masque respiratoire au-dessus, qui était juste sur mon nez et sur ma bouche. L'odeur avait une odeur très particulière, comme une odeur d'anesthésie. Comme une odeur d'anesthésie quand on est couché sur la table et qu'on va t'opérer. Ce genre d'odeur-là. Ce genre d'odeur de produit qui t'endort. Un genre d'odeur par exemple de chloroforme. J'avais ce masque sur le visage et je devais respirer.
Je devais respirer en courant, évidemment, mais je devais respirer fort, faire de grandes inspirations pour que la machine puisse sentir mes poumons. Je devais courir vite, mais quand même à un rythme calme. Je devais courir vite, mais à un rythme calme, un rythme qui allait pour moi, mais qui était plutôt rapide, afin que la machine puisse sentir mon cœur et puisse sentir aussi à quelle vitesse est-ce que je courais. Une fois que je suis descendu de la machine, quand je suis descendu de la machine, le médecin m'a regardé et m'a dit que mon cœur allait très bien, que mes poumons allaient très bien. Il m'a demandé si je faisais régulièrement, que je sortais régulièrement, que je faisais régulièrement des exercices, que je sortais, que je sortais, que je sortais souvent ou que j'allais parfois marcher ou courir. Il m'a demandé si je faisais ça. Je me suis assis sur une chaise juste en face de son bureau. Il a sorti une feuille et a commencé a sorti son bic de sa mallette. Il a sorti son bic de sa trousse, un bic noir, et m'a regardé. Il m'a posé des questions. Il m'a demandé si je sortais régulièrement. Il m'a demandé si je courais, si je faisais de l'exercice, si je faisais du sport. Parce qu'il m'a regardé. Un moment, il m'a regardé, il m'a demandé de me mettre contre le mur et a dit que j'avais un corps qui n'était pas parfait, mais qui avait l'air plus ou moins sain. Quand il m'a dit ça, je me suis senti flatté. Je suis de nouveau reparti m'asseoir sur la chaise et il m'a regardé. Il m'a dit que mon corps était, il m'a dit que mon corps n'était pas le corps parfait, mais qu'il était particulièrement sain, qu'il était particulièrement bien. Je lui ai répondu alors que j'avais un chien et que, à cause du fait que j'avais un chien, je courais beaucoup. Je courais beaucoup avec elle. Je courais beaucoup avec elle, je marchais beaucoup avec elle. Je, je marchais longtemps. Et il m'a demandé quelle race de chien. J'ai répondu que c'était un berger malinois, que c'était une femelle, et que les femelles étaient beaucoup plus réactives que les mâles. Donc je courais davantage. Je courais davantage, je marchais davantage. Je faisais souvent ça avec mes deux copains. Il m'a regardé et il m'a dit vous avez deux copains. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit avec un sourire en coin oui, c'est davantage d'exercice aussi. Il m'a regardé et m'a dit comment ça? Bah je dois m'occuper d'eux. Je dois m'occuper d'eux, je dois voir ce qu'ils font, ils sont pas toujours là. Ils sont presque tout le temps là, mais ils sont pas toujours là. Et il m'a regardé et il m'a dit c'est bien. Tout ce que je vous conseille, c'est de continuer de faire comme ça avec votre chien et avec vos copains. Je suis reparti, je lui ai serré la main, j'ai fermé la porte derrière moi. Quand je suis rentré dans ma voiture, j'ai tenu mon volant fermement et j'ai regardé devant moi avant de démarrer. Dans ma Tesla, je me suis dit mon corps est particulièrement sain et je me suis répété ça 2 fois avant de démarrer. Dans ma chambre, j'étais en position. J'étais en position avec les jambes repliées contre moi. Avec les jambes repliées contre moi, j'étais en position, les jambes pliées, j'avais un mug en main, j'avais calé un coussin derrière moi, et j'étais dans le coin de ma chambre, le coin qui se relevait un petit peu au-dessus. J'avais un coin de ma chambre qui se relevait un petit peu au-dessus, ou comme au-dessus de moi, j'avais l'impression d'avoir un toit. Comme au-dessus de moi, j'avais l'impression d'avoir un toit, ce coin de la chambre était très rassurant. Ce coin de la chambre était très rassurant, je m'y sentais bien. C'était un coin qui était à l'ombre, c'était un coin qui était derrière la fenêtre. C'était un coin qui était derrière la fenêtre. Les rayons du soleil n'atteignaient jamais cet endroit. Au-dessus de moi, il y avait une sorte de petit toit, comme si le toit s'effondrait un petit peu, comme si le toit s'effondrait un peu dans ma chambre. Juste au-dessus, j'avais plaqué un poster. J'avais plaqué un poster juste au-dessus et à côté aussi, j'avais plaqué un autre poster. Le premier poster contre le mur était un poster noir. Le poster que j'ai mis contre le mur, contre le mur qui s'effondre un peu au-dessus de ma chambre et qui fait un petit toit au-dessus de ma tête, j'avais mis un poster un peu bleu foncé. Ces posters représentaient des groupes de rock ou alors des groupes de pop rock. Le premier poster était un poster des Rolling Stones et le deuxième poster était un poster de AC/DC. En face de moi, j'avais un poster de Ava Max par rapport à sa chanson Torn. J'aimais bien cette chanson, c'était une chanson d'Ava Max que j'aimais beaucoup. Je la regardais tous les soirs quand j'écoutais ma musique et que je faisais mes devoirs ou que je révisais. Un moment, Morgan est arrivé près de moi. Il s'est mis près de moi sur le mur, a calé un autre coussin dans son dos. Blake était en train de dormir tout au bord de mon lit. Elle était en train de dormir tout au bord de mon lit, et Morgan a mis sa main contre ma jambe. J'ai senti sa main et j'ai senti sa main et j'ai redressé un peu plus mes jambes. J'ai redressé un peu plus mes jambes comme si je me mettais en position de l'œuf. Et il m'a regardé et m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Je me suis assis au bord du lit,
Trent était assis par terre contre ma chaise du bureau. Trent était assis par terre contre ma chaise du bureau et j'ai dit, écoutez, aujourd'hui j'ai été chez le médecin, il m'a fait passer un test. Je devais courir sur un tapis roulant avec un masque. Je devais courir sur un tapis roulant avec des brassards en tissu qui testaient ensuite ma respiration. Ces brassards en tissu testaient ma respiration et aussi mes battements de cœur, mon pouls qu'on pouvait ressentir au niveau de mes poignets. J'avais aussi ce masque sur le nez qui pouvait ressentir à quel point je respirais fort ou à quel point je respirais bas. Et il m'a fait passer ces tests, et quand je suis sorti et qu'on a été dans son bureau, les tests ont été longs, je devais passer des tests pour la respiration, pour mon cœur. Il m'a mis un masque sur le nez. J'avoue que quand j'ai porté ce masque, je me sentais un petit peu oppressé. J'avoue que quand j'avais ces brassards, je me sentais un petit peu enchaîné. Quand j'étais par contre sur le tapis roulant, tout cela compensait. Tout cela compensait parce que quand j'étais sur le tapis roulant, je devais courir, donc je me sentais libéré, comme si je courais vers une destination, d'un point A à un point B. Mais avec les brassards et avec le masque, je me sentais enchaîné, prisonnier, pris au piège, et je devais courir. Mais cela compensait, car je devais courir. Je me sentais enchaîné, et je me sentais prisonnier. J'arrivais, j'arrivais à respirer. Je faisais de mon mieux. Et il m'a dit que j'étais le candidat idéal. Il m'a dit que j'avais un corps presque parfait. Il m'a dit que mon corps était presque parfait. Pas totalement parfait, mais que j'étais le candidat idéal. Que j'étais le bon candidat, celui qui avait la meilleure force respiratoire, celui qui avait la meilleure force, celui qui avait le meilleur cœur, la meilleure force respiratoire, celui qui avait une force parfaite. Bref, il m'a dit que j'étais le candidat idéal. Il ne m'a pas non plus dit que mon corps était parfait, mais c'est juste que comme je suis comme ça là maintenant, c'est que je ne veux pas que vous vous sentiez exclu. Trent et Morgan se sont mis à côté de moi et m'ont regardé. Ils m'ont dit, écoute, nous, on s'est simplement porté garant, on a simplement accepté de te suivre. On a simplement accepté de te suivre, nous. On a accepté de te suivre dans ce que tu fais. Tu as simplement accepté de tester les expériences dans un laboratoire. Tu as accepté de tester les expériences dans un laboratoire qui s'appelle WOMED. T'as accepté de tester leurs expérimentations. T'as accepté d'aller voir leurs créatures. T'as accepté d'aller voir ce qu'ils font. Un laboratoire biologique, t'as accepté de voir ce qu'ils font qui est vivant. T'as accepté de tester tout ce qu'ils font en technologie. T'as accepté de voir tout ce qu'ils font en mécanique. T'as accepté quelque part d'être leur mannequin test, vivant, mais leur mannequin test. T'as accepté d'être ça. Nous, on a simplement accepté de te suivre. Donc si tu fais les choses ou que tu décides de faire les choses autrement et seul, on va accepter de te suivre. On va accepter de te laisser faire les choses seul. Si ce test, tu veux le faire seul, ou si tu veux qu'on t'accompagne, on t'accompagnera ou on te laissera le faire seul. Je vous ai regardé, j'ai pris mon mug, j'ai bu de l'eau que j'avais versée dedans, j'avais été à la cuisine en chercher, je suis revenu m'asseoir de la même manière au même endroit, j'ai bu un peu, je vous ai regardé, j'ai dit merci en inclinant la tête, et Morgan s'est remis à la même place et m'a dit, tu sais, comme l'a dit Trent, on a simplement accepté de te suivre. Si tu décides de faire les choses seul, ou seulement faire les choses seul, c'est ton choix. C'est comme un mariage. C'est comme un mariage quand on dit nos vœux et qu'on dit à la vie et à la mort. À la vie et à la mort, dans la santé comme dans la maladie. C'est la même chose. C'est une promesse. Nous, on a promis simplement de te suivre. On était suiveurs. Si tu décides d'arrêter, si tu décides d'arrêter d'avoir des suiveurs, tu nous le dis et tu feras les choses seul. Je vous ai regardé tous les deux et j'ai hésité à dire quelque chose. Ensuite, j'ai déposé mon mug sur le côté, j'ai regardé par la fenêtre et je suis parti. J'ai été m'asseoir dans le salon, fermant la porte de ma chambre derrière moi. Je savais que je vous avais enfermé à l'intérieur, mais j'ai regardé une dernière fois la porte de ma chambre fermée. J'ai regardé les portes sur le côté, la porte de la chambre d'amis, la porte de la chambre de ma sœur, la porte de la chambre de ma mère. Ensuite, une fois arrivé devant la porte, et j'ai ouvert la porte du couloir.
Je suis arrivé dans le salon et je me suis assis alors sur le fauteuil. Quand je me suis assis sur le fauteuil près de la fenêtre, Trent et Morgan sont arrivés. Trent et Morgan sont arrivés. Ils m'avaient suivi dans le couloir, mais bon, je m'étais pas retourné, je les avais pas vus. Une fois qu'ils étaient à côté de moi dans le salon, ils m'ont regardé et ils ont dit: alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on va devoir tester cette fois-ci? J'ai regardé Trent qui avait dit qu'est-ce qu'on va devoir tester cette fois-ci et je lui ai dit justement Trent, c'est là le problème. Ce qu'on va devoir tester cette fois-ci, c'est pas quelque chose de mécanique, quelque chose de technique. Ce qu'on va devoir tester cette fois-ci, c'est pas quelque chose de technique ou de mécanique. On va pas devoir tester une voiture et voir à combien de kilomètres heure elle peut rouler. On va pas devoir tester une voiture et voir si on peut la mettre sur le marché. On va pas devoir tester un drone ou un robot, voir s'il est fonctionnel. Ce qu'on va devoir tester, c'est une substance. On va devoir tester une substance médicale. Et j'ai peur des effets que ça pourrait faire sur moi. Morgan m'a regardé et a dit: mais les effets que ça fera sur toi, il te les a pas dit? J'ai haussé les épaules et j'ai dit: non, j'ai simplement été passé, j'ai simplement été passer un test, c'est ça que j'essayais de vous dire, mais je trouvais pas les mots pour vous le dire. J'ai simplement été passer un test pour voir si j'étais le candidat idéal. Ils cherchent des personnes au potentiel avancé ou alors au potentiel qui peut être qui peut être simplement un corps qui se révélerait utile pour la science. Ils cherchent simplement des personnes qui font du sport, des personnes qui ont une corpulence plutôt bien. Ils cherchent des personnes qui peuvent être utilisées pour la science. Morgan m'a regardé et a dit: comment ça qu'ils peuvent être utilisés pour la science? Je les ai regardés, j'ai posé mon mec sur le côté et j'ai haussé les épaules. J'ai dit: vous voyez, j'arrive même pas à m'exprimer correctement. Je parle pas des morts, je parle simplement des vivants. Des personnes qui ont une bonne santé, des personnes qui mangent bien, qui mangent de manière sereine, qui courent, qui font du sport. Bref, le genre de personne qui va bien. Le genre de personne qui a un quotidien linéaire. Le genre de personne qui a un quotidien qui est le genre de personne qui a un quotidien qui est suivi, qu'ils suivent eux-mêmes. J'ai haussé les épaules, j'ai regardé le plafond et j'ai dit: un peu comme moi en fait, un peu comme moi. Et j'ai regardé Morgan et Trent m'ont dit: oui, mais si tu veux tester une substance, si tu veux, tu peux dire non. J'ai regardé Trent et je lui ai dit: je pensais que c'était toi ou alors Morgan tout à l'heure qui m'avait dit que je m'étais engagé à tester les choses de ce laboratoire. Je peux plus faire marche arrière. Je peux plus faire marche arrière. Ce que j'ai fait, c'est comme mourir. Ce que j'ai fait, c'est comme mourir. J'ai demandé tout simplement à tester les choses, et maintenant je dois les tester jusqu'au bout. Quand ils auront fini, quand ils auront fini, qu'ils auront plus d'idées, ou alors que leur laboratoire va fermer, et ben ils passeront à un candidat suivant. Maintenant, je peux plus faire marche arrière. Je suis obligé de tester cette substance, mais j'ai peur de ce qu'elle peut faire sur moi. Est-ce qu'elle va changer mon mental? Est-ce qu'après je serai incapable de vous aimer? Est-ce qu'après, simplement, j'aurai des troubles de l'attention, des troubles dissociatifs? Est-ce que je vais finir avec un TDI? Est-ce que je vais finir avec un... Est-ce que je vais finir avec un trouble intermittent ou un trouble explosif? Je sais pas. Je sais pas, mais est-ce que je vais finir avec ce genre de choses? Morgan et Trent sont venus à côté de moi, m'ont regardé et ont dit: non, tu vas pas finir avec ce genre de choses. C'est juste une substance. Si ça se trouve, c'est juste un truc qui va doper ton organisme et tu seras encore plus fort qu'avant. J'ai regardé Morgan. J'ai regardé Morgan et je lui ai dit: j'en doute quand même un peu, mais j'avoue que ce que tu me dis là, ça me rassure. Morgan m'a regardé et a dit: à mon avis, ça va être quelque chose comme ça. Ça va être quelque chose qui va doper ton organisme. Depuis qu'on a commencé à tester des choses là-bas, t'as pas remarqué qu'on teste que des trucs, on teste que des trucs ou que des choses qui sont nouvelles, que des choses qui peuvent apporter que du bien à la Terre. J'ai regardé Morgan et j'ai regardé Trent qui a haussé les épaules et qui a fait le même geste, comme pour me dire: oui, c'est vrai, on teste que des choses qui n'apportent que du bien à la Terre. J'ai regardé Trent et Morgan et j'ai dit: bon, ok, je vais la tester. Je vais la tester une fois. Je vais la tester une fois et quand je rentrerai, je verrai comment je me sens. Morgan et Trent sont venus à côté de moi et m'ont dit: tu sais, t'as pas à t'en faire. Peu importe les cachets que tu t'enfileras, peu importe les pilules que tu t'enfileras, peu importe tout ce que tu prendras, que tu... peu importe les substances que tu mettras dans ton corps, peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu mangeras,
Peu importe ce qu'on trouvera dans ton corps comme substance ou comme médicament différent, on t'aimera toujours. Je suis resté à côté d'eux longtemps avant d'aller déposer mon mug dans la cuisine. Je savais pas quoi dire, je les ai regardés. Ils avaient réussi, ils avaient réussi à faire partir toute la crainte. Ils avaient réussi à faire partir toute la crainte et vraiment toute l'inquiétude que je ressentais envers cette substance. Je ne savais même pas ce qu'elle était, mais ils m'avaient fait remarquer que tout était bon. Il m'avait fait remarquer que tout était bon depuis qu'on avait testé ce genre de choses au laboratoire. Tout apportait que du bien. Ce matin-là, je me suis levé et je m'attendais à voir quelqu'un dans la cuisine. Quand je suis arrivé dans le salon et que j'ai poussé la porte noire, j'ai vu dans la cuisine Trent qui m'attendait. Je l'ai regardé et je me suis assis sur une chaise de bar. Et il s'était fait un café. La tasse était sur le côté. Il m'a regardé et a apporté la cafetière. Il a apporté la cafetière, l'a posée alors sur la table et m'a demandé si j'en voulais un. J'ai été prendre une tasse et je suis passé juste à côté de lui. J'ai effleuré son dos et je l'ai regardé. Je me suis tourné face à lui s'est tourné face à moi. J'ai pris une tasse et je me suis assis. Je lui ai dit que c'était pas de refus, posant la tasse devant lui. Il m'a servi. Ensuite, ensuite, il est parti s'asseoir. Il est parti s'asseoir dans le fauteuil et il m'a regardé. Il m'a demandé de venir m'asseoir et je me suis assis. Je lui ai dit: Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'annoncer une nouvelle? Il m'a regardé et m'a dit: En quelque sorte. Après ce que tu m'as dit hier, aujourd'hui, je me sens obligé de te renvoyer l'appareil. J'ai haussé les épaules, puis j'ai baissé les épaules. En inclinant la tête, je l'ai regardé et j'ai dit: Comment ça? Il m'a dit: Après tout ce que tu nous as dit hier, je me sens obligé de t'envoyer, je me sens obligé de te renvoyer l'appareil. Je me sens obligé de simplement de te prendre en voiture avec moi. Et si tu veux bien, je voudrais te prendre en voiture avec moi. On va chez ce médecin et tu lui poses toutes les questions que tu as à poser. Je veux que tu te sentes bien pendant, je veux que tu te sentes bien pendant que tu fais ce test. À ce moment-là, je l'ai regardé et je l'ai remercié. Je l'ai pris dans mes bras, il m'a pris dans ses bras. Je me sentais rassuré. J'ai vu les clés de voiture derrière lui, sa veste déjà posée sur le fauteuil, et il m'a regardé et m'a dit: Ah, ok, donc ça veut dire qu'on y va? J'ai alors lâché ses bras et lui a lâché mon dos, j'ai lâché son dos. On a arrêté de se faire un câlin, on s'est regardé et je lui ai dit: Ok, c'est ok. Une fois dans la voiture, quand on est descendu dans la voiture, il m'a demandé: T'as déjà des questions que tu veux poser? Je l'ai regardé et je lui ai dit avec un sourire en coin: Non, non, j'ai pas de questions à poser. Ensuite, mon air est devenu neutre et je me suis regardé dans le rétroviseur à l'extérieur, le rétroviseur gauche. Lui, il s'est regardé dans le rétroviseur à l'intérieur, l'a recalibré pour pouvoir bien conduire. Les mains sur le volant, on a démarré. En plein milieu de la ville, je regardais les enseignes. En plein milieu de Times Square, je regardais les enseignes sur les immeubles. On passait devant plusieurs commerces, Pull&Bear, Zara, H&M. Et il y avait de grandes enseignes pour des parfums, des marques de parfums connues comme Yves Saint Laurent. Bref, j'étais à l'intérieur de la voiture et moi je profitais de la vue pendant que lui conduisait. Lui regardait la circulation, les taxis qui conduisaient comme des dingues, et moi j'étais à côté de lui. Je le voyais conduire, les cheveux au vent. Je voyais je voyais ses yeux bruns qui brillaient. Ça m'avait toujours fait rêver, ces yeux bruns qui brillaient pendant qu'il conduisait. Ces yeux bruns qui brillaient dans lesquels se reflétaient les immeubles, les buildings, dans lesquels se reflétait la One Tower, dans lequel se reflétait aussi l'Empire State Building et la tour Kessler, dans lesquels toutes les tours connues de New York se reflétaient. Ses cheveux, ses cheveux blond platine avec ses racines noires qui se reflétaient au soleil étaient magnifiques. J'avais l'impression, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de lumière blanche, étincelante et très éblouissante qui sortait de ses cheveux blond platine avec, avec ses racines noires. Il s'est tourné vers moi quand il s'est tourné vers moi quand il a remarqué que je regardais ses cheveux et il m'a dit: T'as vu, il y a mes racines qui commencent à réapparaître, je dois me refaire une coloration. Je l'ai regardé et j'ai dit: Non, laisse comme ça, tes cheveux sont magnifiques. Il m'a regardé avec un sourire en coin, il m'a regardé et ensuite il a continué. J'ai vu qu'il a accéléré, il a tapé un petit coup d'accélérateur. La voiture est allée amplement plus vite
et j'ai senti que je m'enfonçais un peu dans mon siège. Je l'ai regardé, on est arrivé sur une grande route. On est arrivé sur une grande route, et juste à côté, il y avait une autre grande route. C'était une grande route à 9 voies, et de l'autre côté, il y avait une grande route à sens inverse, qui était à 9 voies aussi. Juste au-dessus de nous, il y avait un pont qui passait, un deuxième pont qui passait aussi, formant une forme circulaire au-dessus des routes. J'ai regardé alors le décor des voitures qui passaient. Quand on est arrivé chez le médecin, on est arrivé au laboratoire devant. J'ai regardé les baies vitrées teintées, avec juste derrière quelques formes noires, et je pouvais apercevoir les machines qui aidaient peut-être à faire de la mécanique ou alors de la technique. Et j'ai regardé ces machines qui étaient peut-être en train de fabriquer des génomes ou alors ces machines qui fabriquaient peut-être des gènes, des génomes, qui fabriquaient peut-être des ADN à base de cellules souches ou à base d'autres choses dans le genre. Quand on est rentré à l'intérieur, en fait, il ne s'agissait que de machines qui fabriquaient des choses techniques et des choses mécaniques. Et j'ai regardé alors à l'intérieur, un mécanicien était assis. Un mécanicien était assis par terre. Et il portait un vêtement noir sur lequel il était écrit WOMED. Je l'ai regardé avec, je l'ai regardé avec sa mallette au sol et tous ses outils. Et il s'est retourné vers moi. Et il s'est retourné vers moi, m'a regardé. Une fois qu'on est arrivé dans, une fois qu'on est arrivé à l'intérieur, une femme nous a accueillis. Une femme nous a accueillis, elle portait une robe blanche qui faisait dépasser, qui faisait dépasser ses jambes juste au niveau de ses jambes. Juste au niveau de ses jambes, au niveau de ses cuisses, cette robe blanche qui moulait bien ses cuisses et qui moulait bien ses hanches faisait dépasser ses jambes. Elle portait des talons noirs. Elle portait des talons aiguilles, elle nous a regardés. J'ai vu qu'à son bras, elle avait des brassards noirs, les mêmes que je portais quand je faisais des exercices. Alors j'en ai, alors j'ai commencé à avoir un doute. J'ai commencé à avoir un doute en la regardant. Elle nous a emmenés, elle nous a emmenés voir le, Elle nous a emmenés voir le docteur, mais j'ai commencé à avoir un doute sur elle. Était-ce simplement une patiente, ou est-ce que c'était ça, ou est-ce que c'était aussi une personne qui faisait partie du personnel et qui avait passé les mêmes exercices, qui avait passé les tests que moi? Est-ce que le personnel devait aussi passer les tests pour pouvoir simplement voir si les machines fonctionnaient bien, pour ensuite appeler des testeurs? Elle nous a emmenés devant le bureau. Elle nous a emmenés devant le bureau et j'ai vu alors que le médecin n'était pas à l'intérieur. Elle a ouvert la porte avec un pass. Avec un pass sur le côté, au mur, elle a ouvert la porte. Elle nous a dit qu'on pouvait s'asseoir, a laissé la porte ouverte. J'ai dit que je préférais que la porte soit fermée. D'une autre porte à l'intérieur, le médecin est arrivé et nous a demandé pourquoi on revenait. Je me suis tourné vers Trent qui a dit c'est moi qui l'ai incité à venir. Après tout ce qu'il nous a raconté sur vous, sur ce que vous lui avez fait passer, je me sentais obligé de venir ici. Je me sentais obligé de venir ici autant pour moi que pour lui. Et je pense qu'il a quelques questions à vous poser. J'ai regardé Trent et j'ai dit honnêtement, je n'ai aucune question, mais peut-être que ça va venir avec le temps. Restons ici. On est resté là, et finalement, avec le temps, quelques questions sont arrivées. Il a rempli, il a rempli une feuille recto verso. M'a dit m'a dit merci de ma visite. J'ai dit que c'était pas moi qu'il fallait remercier, mais Trent, qui s'était réellement inquiété pour moi. Morgan s'était aussi réellement inquiété pour moi, mais n'avait pas daigné prendre sa voiture pour pouvoir me réemmener chez le médecin, pour pouvoir me réemmener chez ce médecin qui avait mis au point cette technologie pour pouvoir poser des questions. Trent, lui, avait cette capacité à réellement s'inquiéter. J'étais assis dans ma chambre avec Blake. J'étais en train de lire mon livre pour l'école. C'était un livre très particulier. C'était un livre particulier, je n'avais pas l'impression de comprendre l'histoire réellement, mais j'avais l'impression quelque part, à travers les mots, les phrases, les textes, les paragraphes, à travers les chapitres, j'avais l'impression de comprendre l'auteur. J'étais en train de lire le livre, c'était les dernières pages. Une fois que je suis arrivé à la dernière page, au dernier chapitre et au dernier mot, j'ai fermé mon livre et je l'ai posé sur le côté. Je l'ai rangé dans mon sac, j'ai regardé Blake qui m'a suivi à la cuisine. À la cuisine, j'ai senti une odeur de poisson et une odeur de viande, une odeur de viande crue. J'ai été voir dans l'évier et à l'intérieur il y avait le sang de la viande. À l'intérieur il y avait le sang de la viande cuite. À l'intérieur il y avait le sang de la viande crue. Et j'ai vu à l'intérieur qu'il y avait un poisson cuit, qui était posé dans l'évier. Juste à côté,
Il y avait le couteau à poisson. Juste à côté, il y avait le couteau à viande. Et ce poisson cuit, je l'ai mis au frigo. Je l'ai mis au frigo, j'ai regardé ce poisson cuit et finalement je l'ai posé sur une planche en bois. À l'intérieur du frigo, j'ai pris tous les autres couteaux. Le porte-couteau était complètement vide. Le porte-couteau était complètement vide, je me suis assis par terre, j'ai pris mon GSM et j'ai appelé ma mère. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il y avait une énorme pièce de poisson cuite qui était dans l'évier avec un couteau à poisson, un couteau à viande et tous les autres couteaux du porte-couteau. Elle m'a regardé et m'a dit n'y touche pas, c'est pour ce soir. Je n'y ai pas touché, je lui ai simplement répondu au téléphone que j'avais mis la pièce de poisson dans le frigo. Ensuite, elle m'a répondu la pièce de viande est aussi dans le frigo. Tu ne l'as peut-être pas remarqué. Je l'ai mise à l'intérieur dans un bac. J'ai ouvert le frigo, un bac était fermé, je me suis dit qu'elle devait être à l'intérieur. J'ai commencé à laver les couteaux un à un. Le couteau à poisson était aussi grand que mon bras. Le couteau à poisson était aussi grand que mon bras. Je l'ai pris, je l'ai lavé, mais en le lavant, je me suis ouvert. En le lavant, je me suis ouvert et j'ai vu le sang couler. J'ai vu le sang couler, se mélanger et se diluer dans l'eau. J'ai regardé le sang, mais il n'était pas comme mon sang d'habitude. Je m'étais coupé tellement de fois, je m'étais blessé tellement de fois que j'avais l'habitude de voir mon sang. Mon sang était plutôt clair, particulièrement rouge carmin, mais foncé. Celui-ci était plutôt d'une couleur rouge, rouge noir, rouge intense. Quand j'ai vu ce, Quand j'ai vu mon sang devenir rouge noir, d'un rouge intense, c'était presque comme si était en- c'était presque comme si mon sang était complètement noir, mais que simplement les reflets de mon sang étaient rouges. J'avais peur, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui se passait, alors quand je saignais, j'en ai rempli un peu. J'en ai rempli un peu dans un pot en plastique. J'ai fermé ce pot en plastique que j'avais récupéré dans les laboratoires de chimie de l'école, dans les classes de chimie de l'école. J'ai mis ça dans mon sac et alors je suis parti directement le soir voir le médecin. J'ai apporté ça et j'ai dit je ne comprends pas. Le médecin m'a regardé, j'avais l'air inquiet. Le médecin m'a dit que c'était complètement normal. Il m'a demandé à voir ma blessure que j'avais bandée. J'avais bandé ma blessure avec du bandage. Avec du bandage, avec un gaz blanc, j'avais bandé ma blessure et je lui ai montré. Il a enlevé les bandages qui étaient déjà couvertes une tache de sang qui avait imbibé presque tout le bandage. Il en a mis un autre, m'a mis un autre gaz sur le bras, un bandage blanc, un bandage tout fin, blanc, tout doux. Et alors, une fois qu'il m'a mis ce gaz qui était doux, qui était soyeux, qui était presque moelleux, moelleux à le sentir sur ma peau, il me l'a mis alors, et quand il avait terminé de me bander ce gaz, juste sur mon bras, juste sur ma blessure, qu'il m'avait mis un neuf, ça sentait l'odeur du neuf, ça sentait l'odeur du bandage neuf, ça sentait surtout l'odeur du plâtre, l'odeur qu'on sent quand on va à l'hôpital aux urgences. Il m'a mis alors ce bandage, m'a regardé et m'a dit que c'était complètement normal. C'était l'un des effets secondaires. J'ai regardé, j'ai regardé le médecin et je lui ai dit, vous avez lu les antécédents de Trent et Morgan. C'est Morgan qui joue avec son sang, pas moi. Alors comment ça se fait que ça m'arrive à moi? Il m'a dit que ce n'était rien de grave, que contrairement à ce qu'il pensait, ce n'était pas mauvais ou néfaste, c'était une évolution. Mon sang évoluait. Il m'a dit que c'était par rapport aux globules rouges, qui coloraient mon sang d'une couleur intense. Alors j'étais rassuré. J'étais rassuré parce qu'il m'avait dit. Je lui ai dit merci, et il m'a demandé s'il pouvait garder le petit pot de sang. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit oui, au pire, je rachèterai un petit pot de sang, je rachèterai un petit pot de sang à mon laboratoire de chimie. C'est là que je l'ai pris. Il m'a regardé en souriant, et je suis parti. Quand je suis parti, je me sentais rassuré. Je me suis assis sur le fauteuil, Trent et Morgan m'ont demandé ce qui m'arrivait. Je leur ai dit que quand je m'étais coupé, mon sang était devenu davantage foncé. Ils m'ont regardé et ils m'ont dit, surtout Morgan m'a regardé et a dit mais c'est pas moi qui joue avec mon sang. J'ai regardé Morgan et j'ai dit c'est exactement ce que j'ai dit au médecin. C'est toi qui joues avec ton sang. Pourquoi ça m'est arrivé à moi? Mais d'après eux, c'est une évolution. C'est une évolution de mes globules rouges. Ils m'ont regardé, ils m'ont regardé tous les deux et Trent n'a pas su quoi dire. Et il m'a juste regardé. Il m'a juste regardé, a regardé mon bras et m'a demandé où est-ce qu'était ma blessure. Je lui ai montré mon autre bras, avec un gaz qui était tout nouveau, avec un bandage qui était tout nouveau,
et à nouveau imbibé de sang, le temps que je conduise, le temps que je revienne de chez le médecin, le temps que je revienne de l'hôpital et des laboratoires de l'hôpital. Le sang avait continué à couler, parce que la plaie était toujours ouverte. Il fallait au moins plusieurs jours pour qu'elle se referme. Un matin, ils m'attendaient tous les deux dans le salon. Je les ai regardés et Morgan s'est levé. Il est arrivé près de moi et il m'a dit « Je veux tester l'expérience avec toi ». Ensuite, Trent s'est levé et est arrivé à côté de Morgan. Il m'a dit « Oui, on veut tester l'expérience avec toi. On veut la faire avec toi. T'as pas à la faire tout seul. T'as pas à la faire tout seul et à commencer à ruminer ta culpabilité. T'as pas à commencer à ruminer ta culpabilité encore et encore et encore et encore tout seul. On va la faire avec toi cette expérience. On va la faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est moi qui conduis. J'ai vu Morgan prendre ses clés. On est allé dans sa voiture. Une fois qu'on était dans sa voiture, quand on a descendu l'escalier, de l'immeuble, dans sa voiture, il a conduit. Il conduisait à une vitesse modérée. Il conduisait à une vitesse modérée une fois qu'on est arrivé devant. Une fois qu'on est arrivé devant les laboratoires, j'ai poussé les portes sont écartées, des portes en papillon. On est rentré dans le labo, la jeune femme, comme d'habitude, nous a accueillis et nous a regardés. Elle nous a emmenés, voir le docteur qui nous attendait juste devant sa porte. Il nous attendait devant sa porte avec trois dossiers noirs. Il nous attendait devant sa porte avec trois dossiers noirs, qui, contrairement aux dossiers normaux, n'étaient pas écrits noir sur blanc, mais blanc sur noir. Ils étaient écrits blanc sur noir sur des feuilles complètement noires. C'était bizarre parce que quand il les a posés sur la table, les feuilles faisaient bouger, faisaient bouger les symboles. Les symboles n'étaient pas des lettres. Les symboles n'étaient pas des lettres ni des chiffres. Ça avait l'air de signes spéciaux. Ça avait l'air de signes spéciaux, de signes bizarres. Ce n'était pas une écriture qu'on connaissait. Ce n'était pas une écriture qu'on connaissait. Ce n'était pas du mandarin. Ce n'était pas de l'hébreu. Ce n'était pas du latin. Et encore, le latin s'écrit avec des lettres. Et encore, le latin s'écrit avec des lettres qu'on connaît. Mais ce n'était pas de l'hébreu, ce n'était pas du mandarin. Ce n'était pas ce genre d'écriture-là. L'écriture qui était écrite, l'écriture qu'il y avait dessus, qui était écrit blanc sur noir. Cette écriture qui était écrite blanc sur noir sur des pages qui faisaient bouger les symboles, des symboles qui nous paraissaient complètement inconnus. On était totalement captivés et hypnotisés. C'était hypnotique de voir tous ces symboles bouger en même temps, et ne pas bouger de place, mais bouger en même temps. Aléatoirement, ils bougeaient. Ils bougeaient en même temps, mais restaient à leur place. Il n'y en avait pas un seul qui allait sur la gauche ou sur la droite, pas un seul qui allait en haut ou en bas. Ces symboles étaient bizarres, ça ressemblait à des S avec une petite barre en plus, ça ressemblait à des A avec avec une forme bizarre, ça ressemblait à des O avec quelques petites barres en plus. À chaque fois, il y avait un trait en plus ou quelque chose qu'il manquait. Ces symboles n'étaient pas une écriture normale. On a regardé ces pages, et ces pages, il les a fait passer dans un scanner. Il les a fait passer derrière un écran blanc, une sorte de scanner, récupérant les pages de l'autre côté, et c'était de nouveau des lettres qu'on comprenait. C'était de nouveau les lettres et les chiffres habituels. Il les a récupérées derrière ce scanner. Ensuite, il les a posées devant nous. Il a posé 3 pages devant Morgan, 3 pages devant Trent et 3 pages devant moi. Il a dit que c'était nos dossiers. Je me suis avancé et j'ai demandé « Est-ce que je peux vous poser une question discrète ?» Le médecin m'a regardé et a dit « Oui, complètement. » J'ai demandé alors pourquoi est-ce que les symboles bougeaient et pourquoi est-ce qu'on ne comprenait pas les symboles. Il nous a expliqué que c'était des symboles cryptés. Des symboles cryptés qui avaient été inventés. Des symboles cryptés par une intelligence avancée. Une IA qui était avancée, qui avait créé ces symboles pour elle-même. Elle avait créé et inventé son propre langage. Ils l'avaient eux-mêmes découvert un jour lorsque cette IA avait créé et inventé son propre langage pendant la nuit. Il nous avait expliqué ça, mais je voulais juste savoir pourquoi. Ensuite, j'ai pu lire mon dossier, Trent a pu lire son dossier. Quand Trent a lu son dossier, j'ai vu que son visage a changé. Le regard qu'il portait sur son dossier a changé juste au moment où il a lu antécédent de toxicomanie.
Ensuite, ça a été au tour de Morgan. Morgan, son visage a changé. L'air qu'il portait quand il lisait son dossier a changé quand il a lu antécédent à avoir joué avec son sang, avoir joué avec son ADN. Quand il a lu ça, quand il a lu antécédent à avoir joué avec son ADN et à avoir joué avec son corps, j'ai vu que ça a changé. J'ai vu que ça a changé quand il a lu ça. Mais moi, j'avais l'impression d'avoir un dossier parfait. Je me sentais quelque part un petit peu coupable. Je me sentais quelque part un petit peu couvert de culpabilité, comme si au-dessus de moi j'avais un voile noir de culpabilité, comme si les gens me disaient des choses, comme ces symboles qu'on n'a pas pu décrire, qui étaient sortis, justement de cette IA, comme ces symboles qu'on ne comprenait pas, qui bougeaient pas, mais qui étaient en train de changer. J'avais l'impression d'avoir un voile noir avec des gens qui me murmuraient des choses que je ne comprenais pas. Ensuite, Trent et Morgan se sont tournés vers moi. J'ai directement caché les feuilles. Je me sentais coupable. Morgan et Trent m'ont dit allez, on va pas se fâcher, montre-nous. Je leur ai montré, j'ai donné une page à Trent et une page à Morgan. Ensuite, la troisième page, je leur ai donné à eux deux. Ils ont lu et tout était normal. Battement du cœur régulier, poumon régulier, force régulière, courir régulier. Tout était normal, tout était linéaire. Tout était linéaire. Donc quand ils ont lu ça, j'ai soudainement regardé. Quand ils ont lu ça, j'ai alors regardé vers le sol. J'ai regardé mes chaussures. Et je faisais aller mes jambes. Je faisais aller mes jambes un petit peu sur le côté. Ils m'ont regardé et m'ont dit t'as pas à te sentir coupable si t'as une meilleure santé que nous. Moi j'ai été toxicomane, lui il a joué avec son sang. T'as une meilleure santé que nous, c'est pas grave. J'avais l'impression d'entendre un petit peu de j'avais l'impression d'entendre un petit peu de jalousie et aussi un petit peu d'énervement dans leur voix. Mais je me suis repris, je me suis secoué. J'ai regardé vers. Je me suis repris, je me suis secoué et j'ai alors fermé les yeux, je me suis recentré sur moi-même et je me suis dit non, arrête un peu, arrête un peu, tu n'entends pas de jalousie, tu n'entends pas de. Tu n'entends, tu n'entends pas de jalousie, tu n'entends pas un peu de. Tout ce que tu as l'impression d'entendre dans leur voix, le ton que tu as l'impression d'entendre, ce n'est pas ça. Je me suis recentré sur moi-même et finalement ils m'ont redonné mon dossier. À ce moment-là, on avait lu nos dossiers et on avait dit tout ce qui nous était arrivé. Que moi, mon sang était devenu foncé. Que Morgan, lui, avait une capacité à faire remonter le flux de sang dans sa carotide et dans sa jugulaire, de faire monter le sang jusqu'à ses yeux, de les imbiber de sang, et ses yeux devenaient couverts de sang. Ils devenaient rouges, complètement rouges, à n'en plus voir l'iris ni même la pupille. Le médecin m'a regardé et a regardé Morgan et a dit c'est complètement normal. C'est une évolution de ce qui vous est arrivé. Vous avez joué avec votre sang, non? Il a répondu oui en regardant le médecin. Et il a dit que le médecin a dit que c'était une éventuelle évolution de votre passé. Vous avez joué avec votre sang, donc maintenant il vous arrive ça. Mais c'est temporaire. Quand il avait dit que c'était temporaire, j'ai senti un soulagement dans la voix de Morgan qui a récupéré son dossier. On est parti, mais une fois qu'on est sorti du bureau, les pages sont redevenues noires. Elles sont redevenues noires, écrites blanc sur noir, avec les mêmes symboles qu'on ne comprenait pas. On avait récupéré des pages, nos dossiers. On les avait lus avant, mais on avait récupéré des pages, nos dossiers où on ne comprenait pas ce qui était écrit dessus, et les symboles bougeaient. Ils bougeaient et faisaient des petits bruits, comme si on entendait un ordinateur fonctionner tout seul. Un matin, je me suis levé et il faisait toujours nuit. Il faisait toujours nuit et j'entendais vomir depuis la salle de bain dans ma chambre, j'entendais vomir. J'entendais surtout un fin courant d'air. J'entendais ce fin courant d'air, le bruit du vent, et j'entendais la porte qui claquait. À vrai dire, j'entendais pas seulement la porte qui claquait, la porte de ma chambre. La porte de ma chambre, elle était verrouillée. Elle était fermée avec la clé dessus. J'entendais la porte de la salle de bain dans ma chambre. Je l'entendais claquer. Je l'entendais frapper le chambranle de la porte. Ensuite, les autres portes, comme par exemple les portes dans le couloir, elles étaient toutes verrouillées. Mais cette porte-là, je l'entendais frapper contre le chambranle de la porte.
Je me suis approché et j'entendais aussi un bruit de vomissement. Je me suis d'abord dit que ça devait peut-être être Blé qui était en train de vomir quelque chose. Peut-être qu'elle avait attrapé un rat dans l'appartement. Ça devait peut-être être possible. Mais j'ai ouvert la porte et j'ai remarqué une chaussure et quelqu'un à genoux. J'ai d'abord eu peur. J'ai d'abord eu peur de voir quelqu'un comme par exemple ma mère ou ma sœur relevant ses cheveux et vomissant. Mais quand j'ai vu qui c'était Trent. J'ai regardé, j'ai vu des cheveux blonds avec une racine brune foncée. C'était Trent. Je suis arrivé à côté de lui quand il m'a montré son visage, du mercure dégoulinait de sa lèvre inférieure. Du mercure dégoulinait de partout sur sa bouche, sur ses lèvres. Il m'a regardé et ses yeux étaient comme des miroirs. Ses yeux étaient comme des miroirs. Le mercure était monté jusqu'à ses yeux. Le mercure était monté jusqu'à ses yeux et avait noyé ses yeux. Je pouvais apercevoir mon propre reflet en petit. Je pouvais apercevoir en petit mon propre reflet bombé dans ses yeux. Ses yeux étaient noyés par le mercure, et il vomissait et vomissait sans s'arrêter. Il tenait sa tête au-dessus des toilettes. Il tenait sa tête au-dessus des toilettes et je suis arrivé. Je le tenais près de moi et finalement il vomissait le mercure sur mon bras, sur mon t-shirt. Il vomissait le mercure sur moi, par terre. Je le tenais près de moi. Et j'étais en train de lui répéter que c'était sûrement normal. Je le regardais et je lui disais, tu as des antécédents de toxicomanie, c'est complètement normal. Et puis, pour Morgane, on lui a dit que c'était temporaire. À mon avis, c'est temporaire pour toi. Tu vas te mettre à vomir quelques instants, ensuite ça passera. L'après-midi s'était passé, mais ses yeux étaient toujours aussi brillants. Ses yeux étaient toujours aussi brillants, mais brillants de manière dérangeante. On avait l'impression qu'il n'était pas humain. On avait l'impression que ses yeux n'étaient pas humains. Ses yeux étaient tellement brillants qu'on avait l'impression qu'ils étaient faits en verre. On avait l'impression qu'ils étaient faits en verre, qu'ils n'étaient pas humains. Et puis pendant la soirée, ses yeux sont redevenus humains. On avait l'impression qu'ils étaient tout simplement humides. Ensuite, je suis arrivé près de Trent. Je lui ai caressé les cheveux, je lui ai dit, tu vois, c'est passé. J'ai mis ma main dans son dos. J'ai mis ma main dans son dos pour pouvoir le rassurer. Il m'a regardé et m'a dit, tu sais ce que ça goûte le mercure? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, mais en revanche, je sais qu'on devient fou avant de devenir. Je sais qu'on devient fou avant de mourir. Il m'a regardé et il a dit pourquoi j'ai vomi du mercure, moi. Je m'enfilais de l'héroïne. Je m'enfilais de l'héroïne, de l'exta. Et je m'enfilais bien d'autres choses. Mais je m'enfilais pas ça. Je m'enfilais de la blanche chinoise, de l'héroïne et de l'exta. C'était les trois drogues auxquelles je touchais. Mais je me suis jamais enfilé de mercure. En intraveineuse, c'était les trois drogues que je me mettais. Mais du mercure, si je m'étais mis du mercure en intraveineuse, je serais mort alors qu'il est. Je suis resté à côté de lui et je lui ai dit d'arrêter de penser à tout ça. Je lui ai dit t'es vivant, c'est le principal. Arrête de penser à tout ça. Demain on ira voir le médecin si tu veux. Il m'a regardé, s'est levé et a dit non, je veux qu'on aille le voir tout de suite. Il a commencé à boire de l'eau, à ouvrir le frigo, à boire toutes les boissons qu'il pouvait y avoir, toutes les bouteilles d'1 litre. Il s'est servi des verres et a bu. On regardait et on lui demandait ce qu'il essayait de faire. J'avais un sourire en coin, mais quand il s'est retourné, j'ai tout de suite arrêté de sourire. Il m'a dit j'essaye de faire partir le goût horrible du mercure. Tu sais ce que ça goûte? Je l'ai regardé et je lui ai dit non. Le mercure, ça goûte le métal. J'ai l'impression d'avoir léché des rampes en métal dans le métro. Quand il m'avait dit ça, ça m'a un peu fait rire, mais je me suis empêché de rire. Ce qui lui a été arrivé n'était pas drôle. Quand il m'avait dit qu'il avait l'impression d'avoir léché des rampes de métal dans le métro, ou qu'il avait l'impression de lécher le panneau sur lequel il est écrit Subway, je l'ai regardé, je l'ai regardé, et je lui ai dit, tu sais, ce sera passé demain. Ce soir, tu vas dormir à côté de nous, tranquillement. Demain, ce sera passé. Le lendemain, on a été voir le médecin. On a expliqué qu'il Le lendemain, on a été voir le médecin. On a expliqué qu'il avait vomi du mercure, que ses yeux étaient noyés dans le mercure, que je pouvais même y voir mon reflet, que ses yeux étaient devenus des miroirs. Le médecin a dit que c'était complètement normal, que c'était lié à ses antécédents de à ses antécédents de toxicomanie, à ses antécédents de toxico. Le médecin a alors demandé à voir ses bras. Trent m'a regardé. J'ai haussé les épaules et je lui ai dit, vas-y, fais-le, même si t'aimes pas, fais-le. Il l'a fait, il a montré ses bras.
et le médecin a regardé les traces. Il a un peu appuyé dessus et a essayé de voir la profondeur de l'aiguille quand il s'enfilait encore de l'héroïne de la blanche chinoise ou alors qu'il s'enfilait encore de l'exta par intraveineuse. Le médecin a demandé la taille des aiguilles qu'il utilisait. Il disait plus ou moins la taille d'un doigt, mais toute fine. Il a demandé aussi si avant de se droguer, il a demandé aussi à Trent si avant de se droguer, est-ce qu'il frappait sur la seringue pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Trent l'a regardé et lui a dit oui, évidemment. Évidemment, s'il y avait une bulle d'air, je savais que j'étais mort. La bulle d'air serait dans mon sang et je sais plus ce qui se passe après, mais je sais qu'on meurt. Le médecin l'a regardé avec un sourire en coin. Moi, j'ai regardé le médecin sans sourire et le médecin a regardé Trent sans sourire et lui a dit vous avez bien fait. Mais comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir vous injecter le produit? J'ai dit que je tirais la seringue avec mes dents. Ensuite que j'appuyais sur la seringue et que je m'enfilais de l'héroïne ou alors de l'exta, ou encore de la blanche chinoise. Je lui ai raconté que je faisais cramer ça dans une petite cuillère, que je faisais brûler ça dans une petite cuillère jusqu'à ce qu'il y ait des bulles, et jusqu'à ce que ça devienne un peu brun noir, Et quand ça sentait l'odeur de l'ecstasy, ou alors quand ça sentait l'odeur de l'héroïne, c'était bon. Je prenais ma seringue et je m'enfilais ça dans les veines. Il m'a dit que c'était là qu'était le souci, que toutes les bactéries étaient justement sur le bout de la seringue, là où on appuie dessus, et que moi, je tirais dessus avec mes dents. Les bactéries avaient dû rentrer à l'intérieur de mon corps et empoisonner, quelque part peut-être simplement empoisonner mes veines, vu que c'est là que la drogue se propageait. Quand il m'a regardé, j'ai récupéré mon dossier, un dossier qu'il avait réécrit. Il avait réécrit un dossier entier sur le fait que j'avais vomi du mercure. Je l'ai remercié, et quand on est arrivé à l'appartement, je me sentais comme rassuré. Je me sentais rassuré d'avoir emmené Trent, et Trent aussi, lui, se sentait rassuré. Il avait repris la lecture de son livre pour l'école, et je lui ai demandé est-ce que comme moi, t'as compris la lecture du livre? Il m'a dit non, pas vraiment, en posant le livre à côté. Il m'a dit je comprends l'auteur, je comprends les phrases, mais l'histoire est un peu compliquée. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit tout pareil. Tu vois, c'est un peu comme ton histoire au final. T'as pas trop compris ce qui t'arrivait, mais au final, à la fin, tu comprends. Il y a toujours un retournement de situation qui me fait comprendre. Il m'a souri et il m'a regardé. C'était une belle métaphore. Il m'a dit que c'était une belle métaphore de prendre le livre qu'on lisait en cours pour pouvoir comparer ses antécédents de toxicomane. Maintenant qu'on savait comment fonctionne la substance, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre tête, tout était enregistré comme dans une clé USB. Tout était enregistré comme dans une clé USB à l'intérieur de notre tête. On savait comment fonctionne la substance. Il nous était plus utile d'aller voir le médecin. Il nous était vraiment plus utile d'aller voir le médecin. À l'intérieur de notre tête, on avait tout ce qu'il fallait pour savoir comment est-ce qu'elle fonctionnait. Elle fonctionnait selon comment notre corps avait déjà vécu. Si on avait 21 ans, 22 ans, 23 ans, ou comme moi, 27 ans, ce que notre corps avait vécu, ce que notre corps avait encaissé, ce que notre corps avait pris, ce que notre corps avait eu, la substance le reconnaissait. La substance faisait ressortir tout ce qui avait déjà eu dans notre corps. Trent avait eu des antécédents de toxicomane. Alors évidemment, il a vomi du mercure. Il a vomi du mercure, ses yeux sont devenus des miroirs. Il était terrifiant et tétanisé de peur quand il a eu ça. Lui, Morgan, lui, il a eu un afflux de sang. Un afflux de sang. Il y a eu un flux de sang dans sa carotide et dans sa carotide et dans sa jugulaire, il y a eu un flux de sang. Un afflux de sang énorme. Ses yeux se sont alors noyés dans le sang et sont devenus rouge sang, à en faire disparaître la pupille et l'iris. Parce qu'il avait joué avec son sang, tout simplement. La substance avait fait ressortir ça. La substance avait fait ressortir son passé. C'était un peu comme un miroir dans lequel, quand on se regardait, on n'apparaissait pas nous, notre reflet n'apparaissait pas, mais notre passé. C'était un peu comme une armoire dans laquelle on avait rangé tous nos souvenirs. On est allé voir le médecin. Cette fois-ci, on n'est pas allé voir le médecin, mais on est allé à l'hôpital.
Le médecin nous a accueillis et nous a dirigés vers un bureau beaucoup plus grand. C'était un bureau rectangulaire aux vitres teintées. C'était un bureau rectangulaire aux vitres teintées. À l'extérieur, le soleil reflétait sur les vitres et donnait alors une lumière avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Parce que dehors, ce jour-là, il faisait très humide. Dehors, ce jour-là, il faisait très humide dans New York. Il ne pleuvait pas, mais il y avait des nuages gris au-dessus des immeubles dans le ciel. Alors le soleil qui se reflétait dans ces vitres teintées, donnait une réflexion avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Une réflexion blanche et éblouissante. Quand on est rentré, le médecin est arrivé, il nous a vus. Il nous a reconnus grâce à nos dossiers. Il nous a appelés par nos noms, Samuel, Trent et Morgan. Il nous a dirigés vers ce bureau, ce grand bureau rectangulaire, avec au milieu une grande table noire aux pieds noirs et à la vitre teintée noire. À l'intérieur, son bureau, un bureau noir en bois, qui puait le vernis et qui puait le bois ciré. Ça puait le bois ciré, ça puait le bois poncé et surtout le vernis. Comme le vernis à ongles, sauf que là c'était du vernis pour le bois. Ça sentait comme dans les magasins de bricolage. On est entré, on s'est assis sur des sièges en cuir. On s'est assis sur des sièges en cuir en face de son bureau. Il a commencé à nous demander ce pourquoi on est venu. Et nous, on a expliqué qu'on était venu pour savoir comment fonctionnait cette substance, comment est-ce qu'elle avait été fabriquée. Parce qu'on veut bien s'injecter des choses dans notre corps, on veut bien continuer à tester pour WOMOD, mais il faut savoir comment est-ce qu'elle fonctionne, il faut savoir comment fonctionne cette chose. Il s'est avancé vers nous et nous a dit, écoutez, quand vous allez à la pharmacie chercher des médicaments, est-ce que l'un d'entre vous prend des médicaments? J'ai levé la main et j'ai dit que je prenais des antidépresseurs. J'ai dit que je prenais des antidépresseurs, des médicaments qui m'empêchaient de retomber dans une sorte de dépression. Il m'a demandé si j'avais fait une dépression. J'ai dit non, mais j'ai subi un traumatisme très grave. Il a regardé mon bras. J'ai mis ma main sur mon bras et je l'ai caché derrière le bras de Trent. Trent m'a regardé et il a dit oui, il prend des antidépresseurs. Mais bon, il a eu le droit de savoir comment est-ce qu'il fonctionne. Nous aussi, on a le droit de savoir comment fonctionne cette chose. Alors, on veut savoir toutes les solutions que vous avez créées avant de trouver la bonne solution. Il nous a expliqué mot par mot. Mot par mot, il avait sorti des dossiers. Il les a posés devant nous, les installés. On a lu les solutions qu'il avait inventées. Une à une, on a lu toutes les solutions qu'il avait inventées. C'était très compliqué, c'était plein de graphiques, c'était plein de dessins incompréhensibles, et surtout de chiffres et de lettres qui s'entremélangeaient. On avait l'impression de passer un examen de première. J'avais l'impression de passer un examen de première ou de quatrième. J'avais l'impression que je passais cet examen de première ou de quatrième auquel j'avais de l'urticaire et des plaques rouges parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Je regardais ces feuilles et finalement j'ai repensé au fait que je n'étais presque bientôt plus à l'école, que je n'étais presque bientôt plus au lycée. J'ai commencé à lire et j'ai réalisé que cette chose avait été fabriquée à base d'hommes. Cette chose avait été fabriquée à base d'hommes qui s'étaient portés garants pour pouvoir élaborer une expérience. On leur faisait des ponctions lombaires, récupérant à l'intérieur de la moelle osseuse ce liquide blanc qu'il y a à l'intérieur des os. Récupérant ce liquide blanc. Et fait aussi à base de beaucoup d'autres choses, mais aussi par rapport à ce dont sont faits nos ongles et nos cheveux. C'était fait par rapport à ce dont sont faits nos ongles et nos cheveux. La kératine. À base de kératine et à base de certaines ponctions lombaires sur des gens qui s'étaient portés garants, qui s'étaient portés volontaires pour cette expérience. À base de kératine et de ponctions lombaires, du liquide qu'on récupère dans les os, dans la moelle épinière, elle avait été faite à partir de ça. Elle avait été faite à partir de ça, et à partir d'une pierre qui contient un liquide très particulier, une pierre qui se trouve tout au fond de l'océan, qu'on avait été récupérée. Il nous a expliqué tout ça, et on l'a regardé dans un long silence, on ne savait pas quoi dire. C'était tellement bizarre comme mélange, tellement organique et tellement viscéral. On est retourné à l'appartement tout de suite. On lui a serré la main, on lui a dit au revoir. J'ai pris alors le volant de la voiture de Morgan. Quand on est arrivé, on s'est installé
On s'est installés sur mon lit, tous les trois l'un à côté de l'autre, et on s'est regardé en silence. On a regardé le sol, mais on ne savait absolument pas quoi dire. Personne n'a engagé la conversation. Ce matin-là, Trent est parti. Ce matin-là, quand il est parti, il m'a réveillé. J'entendais quelqu'un parler tout seul dans la chambre d'amis. Soit c'était ma mère au téléphone, soit c'était simplement ma sœur qui était au téléphone avec des amis, ou alors en caméra, ou alors ou alors qui faisait une vidéoconférence pour le boulot. C'était peut-être ma mère qui faisait une vidéoconférence pour le boulot, assis à son bureau qui est dans la chambre d'amis. Ou alors c'était peut-être ma sœur avec des amis qui était en train de parler au téléphone. Ou alors peut-être sur son PC. Je savais pas qui c'était, mais j'ai été voir. Mais la voix, plus je me rapprochais, plus la voix me paraissait masculine. Alors j'ai été voir, et plus la voix, quand je me rapprochais, plus elle me paraissait masculine. J'ai ouvert la porte, j'ai ouvert la porte, d'abord un petit peu, ensuite un petit peu plus. Et j'ai regardé et je voyais quelqu'un marcher et faire les 100 pas. Cette personne avait le téléphone à l'oreille. Cette personne avait le téléphone à l'oreille et faisait les 100 pas de manière énergique, pas de manière lente. J'ai regardé et j'ai vu un jeans noir et des baskets. J'en ai tout de suite déduit que c'était Trent. Il s'est ensuite assis sur le fauteuil près de la baie vitrée et j'ai vu qu'il avait le téléphone à son oreille et qu'il parlait. Il demandait qu'est-ce que je dois dire devant un médecin si je veux lui raconter la vérité. Je suis rentré, j'ai vu Trent. Trent avait l'air surpris, il m'a regardé. Il m'a regardé, m'a demandé ce que je faisais là. Il a raccroché, a déposé le GSM sous un coussin et je lui ai dit t'inquiète, j'ai vu que t'étais au téléphone. Mais t'étais au téléphone avec qui? Il m'a regardé et m'a dit avec un copain. Tu le connais pas. C'est un copain au lycée avec qui je faisais du sport. Je l'ai regardé et je lui ai dit que tu es des copains que je ne connaisse pas, ça me dérange pas. Mais tu parlais de quoi? J'ai vu alors des photos de lui. Des photos de lui, des photos de son bras pris en gros plan. Des photos de son bras pris en gros plan avec des marques de seringues qui paraissaient très récentes, où on pouvait voir encore les traces de sang. On pouvait voir les traces de piqûres. Tout autour des traces de piqûres, c'était bleu. Tout autour des traces de piqûres, c'était bleu comme un hématome ou alors comme un bleu qu'on se fait quand on se cogne très fort. J'ai regardé ces photos de lui. Des photos où il était tout pâle, tout blanc. Des photos où il était tout pâle, tout blanc. Ou en tout cas, il n'était pas comme aujourd'hui. Il n'était pas comme aujourd'hui avec des cheveux blonds soignés, où on voyait ses racines un peu brunes, où on voyait ses racines un peu brunes, où où sa peau était un peu typée, où sa peau était un petit peu typée du genre caucasien. Il n'était pas comme ça. Il était blanc, vraiment pâle, comme quelqu'un de malade, comme quelqu'un de très malade. Il n'était pas typé caucasien comme aujourd'hui, avec des cheveux soignés. Là, ses cheveux étaient bruns, avaient l'air presque noirs même, tout foutu en l'air, comme s'il n'était pas propre. Ses bras étaient couverts de marques, et il portait des vêtements qui n'avaient pas l'air d'être les vêtements qu'il portait aujourd'hui. J'ai regardé ses photos et j'ai dit, c'est toi ça? Je me suis assis sur le fauteuil, sur le fauteuil prenant une photo et il a dit oui. Je l'ai regardé et j'ai incliné la tête. Je me suis mis près de lui et je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Il m'a regardé et a dit, je vais aller dire la vérité au docteur. Je vais aller dire la vérité au médecin. Je crois que si je lui dis la vérité sur ce que j'ai eu, parce que j'ai vomi du mercure quand même, je crois que si je lui dis la vérité, ça va me soulager, je me sentirai enfin libéré de ce qui s'est passé. J'ai vomi du mercure, tu te rends pas compte. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je sais ce que tu traverses. Tu sais que mon traumatisme est à la hauteur de ce que tu as vécu, de ce que vous avez vécu. Morgane est arrivée et a vu les photos en disant, c'est quoi ce bordel? Je l'ai regardé, je suis venu près de lui et je lui ai dit, calme-toi, c'est juste Trent quand il était toxicomane. On a regardé les photos ensemble, je me suis mis près de lui. Morgane s'est mis à côté de moi. Trent était en face de nous. On a étalé les photos juste devant nous. On était contre le dos du lit et lui au bout du lit. On s'est regardé et on lui a dit, il était à genoux et on lui a dit, tu veux vraiment dire la vérité? Tu veux vraiment aller dire ça au médecin? Morgane a dit, oui, tu veux vraiment aller dire ça au médecin? Parce que si tu leur dis ça, si tu leur montres les photos en plus, est-ce que t'as pas pensé au fait qu'ils peuvent peut-être t'enfermer ou t'interner? Tu veux retourner en désintox? Tu veux repartir en désintoxication? Trent les a regardés et a dit, j'avais pas pensé à ça. Je me suis avancé près de lui et je lui ai dit, garde ces photos, va lui parler,
On va lui parler de ce que tu as vécu, dis-lui que ça t'a effrayé, mais ne montre pas les photos et ne parle pas de ton passé de toxicomane. Il a pris les clés de sa voiture et est parti tout de suite. J'avais l'impression d'avoir réglé la situation, mais Morgan me regardait comme s'il manquait quelque chose, comme s'il manquait un bout, comme s'il manquait un bout de discussion, comme si on avait oublié de lui dire quelque chose et qu'il était parti sans ça. Le soir, tu es revenu. Quand tu t'es assis sur le fauteuil, je suis venu à côté de toi. Je t'ai regardé et je t'ai dit, alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Je t'ai pas vraiment regardé, j'ai plutôt essayé de voir ton regard. J'ai plutôt essayé de voir ton regard, l'expression que tu portais. Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu, je t'ai regardé et j'ai vu que tu m'as dit, s'il te plaît, accorde-moi une seconde. Je t'ai accordé une seconde, même une minute. Et ensuite, j'ai essayé de regarder à nouveau l'expression que tu portais. Tu avais l'air triste, perturbé, comme si autour de toi tout était flou. Comme si autour de toi tout était devenu flou. Tu m'as regardé et ensuite tu as dit, c'était... Je sais pas trop. Morgane est arrivée et a dit, tu veux que je te serve un verre d'eau? Tu veux à manger? Tu veux quelque chose? Ensuite, Trent s'est levé, s'est assis sur le fauteuil en face et a dit, s'il vous plaît, accordez-moi juste encore une minute. En mettant les mains sur son visage, les mains sur ses yeux, il nous a regardés tous les deux et a dit, je sais pas encore si je peux en parler tout de suite. Accordez-moi même peut-être une heure. On l'a laissé là dans le salon, seul, et on est allés tous les deux dans la chambre. J'ai mis ma main sur son épaule et j'ai dit, Trent, tu viendras en chambre quand tu pourras en parler. Il a levé les yeux et m'a regardé. J'ai senti de la tristesse dans ses yeux. Ses yeux brillaient. C'était très facile à repérer chez Trent. Quand il se sentait triste ou quand il se sentait heureux, ses yeux brillaient. Quand il se sentait heureux, il avait toujours ce tic. Il avait toujours ce tic nerveux de mordre sa lèvre. Quand il se sentait nerveux, il avait toujours ce tic nerveux de frotter ses doigts les uns contre les autres. Il m'a regardé et a dit, oui, en... j'ai eu ses yeux brillants, j'ai eu ses yeux qui étaient brillants, qui étaient tout pétillants de lumière. Ça voulait dire qu'il était triste. Je le connaissais par cœur, je le connaissais vraiment comme si je le connaissais simplement depuis des années. Il est arrivé dans la chambre. A ouvert la porte et a dit, c'est bon, je crois que je suis prêt à en parler. Je me suis assis à côté de lui et j'ai dit, c'est bon, t'as plus les yeux qui pétillent. À ce moment-là, quand je lui ai dit c'est bon, t'as plus les yeux qui pétillent, il m'a demandé comment ça. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je te connais. Quand t'es nerveux, tu te frottes les mains. Quand t'es anxieux, tu te mords la lèvre. Quand t'es triste ou que t'es heureux, tes yeux pétillent, ils sont tout brillants. Il m'a regardé avec un sourire en coin et j'ai dit, tu vois, je te connais. Même si j'ai voulu savoir directement ce qui s'est passé, c'est parce que j'étais inquiet moi aussi. Je comprends que tu sois inquiet, que tu sois perturbé, que tout soit flou, que tu sois confus. C'est pareil pour nous, on est confus parce qu'on comprend pas ce qui t'arrive. On comprend pas ce qui t'arrive et on peut pas comprendre à ta place. On peut pas rentrer à l'intérieur de toi. Faut que ça vienne de toi et que tu nous dises toi. Et il nous a regardé, s'est assis par terre. Je lui ai demandé s'il voulait s'asseoir sur mon lit. Et il m'a regardé et a dit, non, je préfère être par terre. Pour vous raconter quelque chose qui fait mal, je préfère être assis par terre. Je préfère être assis dans une posture qui me met mal. Si j'avais dû vous raconter une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, je me serais assis sur le lit. Mais là, je sais au fond de moi que quelque chose va pas bien. Alors je vais rester par terre. Je l'ai regardé, je n'ai pas insisté plus longtemps. Il est resté par terre et ensuite il a commencé à nous dire que quand il avait expliqué toute la vérité au médecin, le médecin lui a expliqué que le mercure était l'une des substances les plus toxiques qui puissent exister. Le mercure était l'une des substances les plus toxiques qui puissent exister. Et que comme la plupart du temps, je m'envoyais de l'héroïne, la drogue la plus puissante, la drogue la plus puissante et le psychédélique le plus puissant,
Il m'a dit que c'était le mercure qui m'était apparu. Comme si ça avait fait un lien avec ce que j'ai eu. C'était le but de la substance d'ailleurs, faire un lien avec ce qui nous est arrivé. Eh bien, comme le psychédélique est la substance psychotrope, et que la substance psychotrope la plus puissante, c'est l'héroïne, et que c'était ce que je me mettais dans les veines, eh bien c'est le mercure qui m'est arrivé. C'est le mercure qui m'est arrivé dans les yeux et dans la bouche. C'est ça que j'ai commencé à vomir. Comme si je vomissais toutes les années que j'ai passées à m'enfiler de l'héroïne. Il m'a expliqué ça, ça m'a un peu choqué. Je suis resté silencieux longtemps. Je suis resté silencieux longtemps à le regarder. Et je suis resté silencieux longtemps à vous regarder. Un moment, tu m'as regardé. Toi, Sam, tu m'as regardé un moment et tu as dit: oh, mais je comprends pas, cette substance est censée être classée elle aussi substance psychotrope et psychédélique. J'ai haussé les épaules et j'ai dit: oui, c'est ce que je me suis dit en premier. Elle est censée être classée substance psychédélique et substance psychotrope aussi. Alors pourquoi est-ce que c'est le mercure qui m'est apparu? J'ai l'impression qu'il n'a pas osé me le dire, ou alors qu'il m'a dit simplement tout ce que j'étais censé savoir. Peut-être qu'il ne voulait pas te choquer. Je me suis retourné vers Morgane qui venait de dire ça, et Morgane m'a dit: peut-être qu'il voulait pas te choquer et qu'il t'en a dit suffisamment simplement pour que tu comprennes pourquoi. Mais comme ces deux substances, autant que l'héroïne que tu t'envoyais, sont classées psychotropes et psychédéliques, je pense que tu as eu suffisamment d'informations. Il s'est assis à côté de moi sur le lit, m'a serré très fort et m'a regardé, en me demandant s'il pouvait dormir à côté de moi cette nuit. Cette nuit-là, il s'est endormi très vite. Un sommeil de plomb. Juste à côté de moi, il me tenait le torse. Il me tenait le torse et passait sa main sur mon bras. Je sentais les allers-retours de sa main, le long de mon bras, de mon épaule jusqu'à mon poignet. Morgane venait d'arriver à l'hôpital. Quand Morgane venait d'arriver à l'hôpital, il était en train de lire un livre. Il était en train de lire un livre dans les vestiaires, et l'un de ses collègues est arrivé en lui demandant: tu lis quoi? Morgane s'est alors aussitôt précipité pour ouvrir son casier. Il a rangé son livre, a regardé son collègue. Il a regardé son collègue en mettant un t-shirt, en retirant d'abord son t-shirt, en le pliant soigneusement, en le mettant dans son casier au-dessus de son livre, et en prenant ses vêtements, qui pendaient en dessous à une tringle. Ses vêtements d'infirmier. Il les a mis, a enfilé alors le t-shirt bleu d'infirmier, et ensuite a mis le pantalon bleu d'infirmier. Il a pris son badge qui était posé juste à côté de son livre et est allé au deuxième étage. Au deuxième étage de pédiatrie, là où les enfants étaient occupés de dormir dans leur chambre. Il est rentré dans une chambre, la chambre du petit Matteo. Il est arrivé dans la chambre du petit Matteo et l'a regardé. Il l'a regardé dormir. Il s'est assis sur le bord de son lit. Le petit Matteo a alors senti que quelqu'un s'asseyait sur son lit. Il s'est réveillé et a regardé Morgane, qui était à côté de lui. Il a regardé Morgane. Il lui a parlé en langage des signes et Morgane lui a parlé en langage des signes, en lui disant: non, 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 il n'y a pas d'examen. Il est 22 heures. Dors. Il a mis sa main. Alors sur son épaule et lui a dit, en langage des signes: je venais juste te dire que c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et il lui a répondu: ok, maintenant je vais dormir. Le jeune a dormi. Morgane a regardé le petit Matteo qui était en train de dormir, a posé sa main sur son épaule et lui a dit: dors maintenant. Si jamais tu as besoin de moi, tu m'appelles. Il lui a répondu oui, a mis la couverture sur son épaule, et ensuite il est parti. Il a repris son livre, a demandé à l'un de ses collègues de le succéder. Son collègue a alors joué les succédeurs, et il l'a succédé dans son travail. Il lui a demandé de s'occuper du petit Matteo un instant. Morgane est descendu. Il est descendu au -3. Quand il est arrivé au -3, il était à la morgue, remontant d'un étage, parcourant la morgue pour chercher un endroit où il pouvait faire ça. Il n'avait rien dit à personne. Il est remonté d'un étage et au -2, il est arrivé dans les salles d'opération, a ouvert une salle d'opération. Il n'avait pas réservé de bloc. C'était contraire au règlement. Il n'avait pas réservé de bloc, mais a ouvert une salle d'opération. Il l'a ouvert, a allumé les lampes, a allumé la radio.
a allumé tout, il a allumé la radio, allumé les lampes, a allumé les ordinateurs. Il s'est mis derrière, a tout allumé, a allumé la salle de contrôle. Il a pris alors un scalpel et a ouvert son cou. Il s'est d'abord anesthésié. En intraveineuse, il s'est anesthésié, en s'enfonçant une aiguille dans le cou. Il a anesthésié son cou, s'est couché, et avec un miroir qu'il a installé au niveau de son cou, couché sur le bord de la table, couché sur la table d'opération. Il sentait le froid de la table de métal, couvert juste par un papier de protection bleu. Il s'est couché dessus et ensuite s'est fait une entaille. Il s'est fait une entaille avec un scalpel. En dessous, il a été chercher l'intraveineuse avec une pince. Avec une intraveineuse, avec une aiguille, il s'est enfoncé dans le cou. Avec une pince, il a été chercher ses veines. Il a été chercher la veine carotide. Il a été chercher la veine carotide, a été chercher la veine jugulaire. Il les a un peu soulevées et un peu farfouillées, en tournant la tête et en regardant en regardant dans le miroir, il a tourné la tête. Il avait endormi seulement cette section de son cou. Il regardait alors les veines. Il compressait les veines et les veines se remplissaient et affluaient. Le sang n'était pas simplement rempli dans ses veines, mais rempli dans son cou. Il coulait un peu de partout. C'était une véritable hémorragie, un véritable bain de sang. En dessous, il était en train de poser un. En dessous, il avait posé un bac pour remplir. Ce bac en plastique qu'il avait posé en dessous se remplissait de sang petit à petit. Il s'était penché sur le côté. Il faisait ça sous anesthésie. Sous anesthésie, pas générale ou pas locale, mais générale d'une seule partie de son cou. Cette anesthésie qu'il avait fait, c'était justement pour retirer le sang. Il avait retiré le sang. C'était alors recousu. Il s'était recousu avec du fil et une aiguille, avec une agrafeuse médicale. La cicatrice était nette, telle celle d'un vrai chirurgien. Il était fier de lui, mais commençait un petit peu à avoir trouble. Il s'est assis un moment sur le côté. Il a pris quelques calmants qu'une machine lui a distribués. Il est allé voir à la pharmacie. Ça aussi, c'était contraire au règlement. Mais sa cicatrice était nette. Et bien faite, telle celle d'un chirurgien. Donc ça passerait inaperçu. On aurait cru simplement qu'il avait passé un rendez-vous médical et qu'on lui avait fait une petite entaille. C'est ce que tout le monde a cru d'ailleurs quand il est revenu travailler. Il a regardé le petit Matteo, qui l'avait appelé. L'un de ses collègues lui a dit: le petit Matteo t'appelle. Il est rentré dans sa chambre. Dans sa chambre, quand il est rentré, le petit Matteo lui a demandé: tu peux venir près de moi? Et Morgane lui a dit: pourquoi? Tu as peur? Le petit Matteo a répondu en langage des signes: non, j'ai envie que tu dormes près de moi cette nuit. Morgane a dormi près de lui cette nuit-là. S'est installé sur le fauteuil à côté, prévenant alors son supérieur qu'il dormait avec le petit Matteo, le petit dont il s'occupait à l'étage. Son supérieur a alors approuvé ce qu'il voulait faire, ce que l'enfant voulait, et il a dormi là cette nuit-là. Remplaçant et déplaçant de 24 heures, ses horaires avaient été déplacés de 24 heures, et il l'avait dit à son supérieur. Son supérieur a aussi approuvé la démarche de les déplacer. Rentrant le lendemain matin à l'appartement, Trent et Samuel l'attendaient juste sur le bord. Sur le bord, Trent et Samuel l'attendaient assis sur le fauteuil. Morgane est arrivée et a dit: excusez-moi, je suis rentré tôt ce matin parce que je m'occupais pendant la nuit. d'un petit garçon. Il était à l'hôpital, il est malentendant. Et malvoyant. Je dois m'occuper de lui, il s'appelle Matteo. J'ai aussi réglé mon problème, regardez. Il a alors montré ses yeux. Il a montré ses yeux et a montré la cicatrice qu'il avait dans le cou. Samuel s'est alors levé, a regardé sa cicatrice et lui a dit: t'es complètement fou de faire ça. T'aurais pu te sectionner la jugulaire, t'aurais pu te sectionner la carotide et tu serais mort sur la table. Il l'a regardé et il lui a dit: je te rappelle que je suis chirurgien. En plus d'être médecin pour les enfants, je suis chirurgien.
Je te rappelle que je sais très bien me débrouiller. Je te rappelle que je sais très bien me débrouiller avec les pinces. Je sais ce que je fais, je sais ce que je voyais, j'avais un miroir. Et j'avais trois. Et j'avais même trois écrans pour m'assister, pour voir ce que j'avais dans les gorges. J'avais aussi trois robots. Quatre robots avec un robot qui était de l'autre côté de la table. J'avais trois robots d'un côté, un petit robot qui m'assistait, qui était tout près de mon cou, deux robots sur le côté, deux grands robots avec des bras électriques et des pinces, et un autre robot sur le côté, de l'autre côté avec une pique, avec une pince. Donc j'avais trois robots et un petit robot qui m'assistait, qui me donnait les instruments et qui me donnait exactement l'endroit, qui pointait exactement les endroits, les sections où je devais faire des coupures, où je devais, où je devais voir, où je devais voir où est-ce que je pouvais déplacer les veines. Donc j'avais trois robots avec moi, t'inquiète pas. Samuel s'est assis et a dit, la dernière fois que tu fais, la première fois que tu fais, la première fois que tu as fait ce genre de choses, tu te souviens, tu l'as fait sur l'un de nous. Alors la dernière fois que tu le feras, c'est aujourd'hui. Il s'est assis sur le, il s'est assis sur le fauteuil et a dit, la dernière fois que tu le feras, c'est aujourd'hui. Parce que là, tu l'as fait sur toi. La première fois que tu l'avais fait sur l'un de nous. Alors c'est la dernière fois, compris. Je l'ai regardé, je lui ai dit, ouais, pas de souci. Je me suis assis à côté de lui et je lui ai dit, je vois pas ce qui te dérange. Samuel m'a regardé et a dit, ce qui me dérange, c'est que tu touches à ta vie. Tu touches à tes veines, tu touches à ton cou. Tu te rends compte que tu aurais pu te briser la nuque ou alors te couper les veines. Je me suis assis près de lui et je lui ai dit, je suis chirurgien. Je suis chirurgien et médecin pour les enfants. Je suis assez qualifié pour pouvoir faire des choses sur moi-même. Et je crois que toi, tu es assez qualifié depuis que tu me connais pour pouvoir avoir confiance en moi. Je me suis levé, je suis parti dans la chambre. Samuel est arrivé et m'a dit, excuse-moi, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais tu sais que là, c'était pas la colère qui parlait, c'était l'inquiétude. L'inquiétude de plus te revoir. Tu te rends compte de ce que t'as fait. J'ai levé les yeux et j'ai dit, je m'en rends compte et je comprends tout à fait que ce soit l'inquiétude. Désolé. Trent est arrivé par après et s'est assis au bureau, sur la chaise. En nous regardant tous les deux, il a dit, c'est vraiment obscène ce que t'as fait. C'est vraiment obscène et mal réfléchi. Je les ai regardés tous les deux et ils étaient inquiets, et je comprenais tout à fait. J'ai pris ma voiture et je me suis souvenu que j'avais laissé le volant rond. J'avais laissé le volant rond, alors je l'ai changé et j'ai pris celui qui faisait la taille d'un petit volant. Celui qui faisait la taille d'un volant de Formule 1. Celui qui faisait la taille d'un volant qui ressemblait à une manette de jeu. Je l'ai mis, je l'ai installé, j'ai conduit ma Tesla avec. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, peut-être que c'était parce que j'étais énervé. Arrivé au bureau, Arrivé au bureau du médecin, j'ai ouvert la porte. La jeune femme à l'intérieur, la secrétaire à l'intérieur, la dame qui s'occupait des bureaux, des rendez-vous, n'a même pas eu le temps de me saluer. Je suis passé, elle m'a ouvert la porte avec son passe, elle m'a regardé et ne m'a pas suivi. Elle avait sûrement compris que j'étais fâché. J'ai frappé à la porte, le médecin est arrivé avec son passe aussi. Il a ouvert la porte, il m'a demandé de m'asseoir, je me suis assis, j'ai tiré la chaise. Je me suis alors appuyé sur son bureau, sans gêne, je l'ai regardé, et je lui ai dit, écoutez, je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Qu'est-ce qui se passe avec ce produit? Qu'est-ce que vous nous avez fait qu'est-ce que j'ai ingéré? Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'ai bu? Qu'est-ce que c'est que ce produit? Il faut m'expliquer parce que je comprends pas, et je trouve que mes copains ont trop vite accepté la nouvelle. Je trouve que mes copains ont trop vite accepté la nouvelle, et je veux savoir ce que c'est. Je veux savoir réellement ce que c'est et arrêter les conneries. Il m'a regardé et avait compris que j'étais énervé. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je veux savoir réellement ce que c'est. Il m'a répété la même chose et ça m'avait énervé. Ça m'avait énervé, j'ai senti une colère monter, mais j'ai su calmer cette colère, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux en disant, ok, ok, d'accord, calme-toi. J'ai réfléchi et j'ai dit, ok, bon, vous voulez rien me dire en fait. Quand il m'a regardé et que je m'étais calmé en disant ok, ok, respire. Quand il m'a regardé en disant ça, je l'ai regardé et je lui ai dit écoutez, je comprends pas.
Et c'est pas parce que je ferme les yeux et que je me calme que je suis réellement calme. C'est pas parce que je répète ok, 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 ok plusieurs fois que je suis réellement calme. Je lui ai dit tout ce que je veux savoir, c'est quoi ce produit? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une substance nouvelle? Est-ce que c'est une substance non testée? En plus, vous nous avez dit qu'elle est psychotrope. Ça veut dire que cette substance est une drogue? Est-ce que c'est réellement une drogue? J'ai alors frappé sur le bureau et je lui ai dit je veux tout savoir. Et ne me répétez pas qu'elle a été fabriquée à base de kératine et qu'elle a été fabriquée à base de ponction lombaire et à base du produit que vous récupérez dans les os. Je veux pas savoir, ça je le sais déjà. Je veux savoir ce que c'est. Le médecin m'a regardé et m'a dit ok, bah je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, c'est un produit qu'on a appelé le saphir de Mel. C'est un produit qu'on a, qu'on a simplement appelé le saphir de Mel. Je lui ai demandé pourquoi vous avez appelé ça le saphir de Mel. Le médecin m'a regardé et a dit Mel, c'est ma fille, en bougeant un cadre sur le côté avec sa fille et lui. J'ai regardé ce cadre complètement désintéressé et je lui ai dit pourquoi le saphir déjà? Vous avez été récupérer quelque chose dans un saphir? Il m'a regardé et a dit non, la pierre qu'on a trouvée au fond de l'océan, dans laquelle il y a le liquide, dans laquelle il y a ce liquide, n'est pas un liquide blanc. Il est blanc quand il est sous la mer, quand il se dilue dans l'eau, il est blanc. Mais quand il remonte à la surface, c'est un liquide bleu. C'est ce liquide, c'est ce liquide qui donne une couleur bleue à cette plage très spéciale sur laquelle quand on marche, les vagues s'illuminent. C'est ce produit qui fait ça. C'est ce produit qui fait ça, ou alors c'est tout simplement la nature. On est encore en train de plancher on est encore en train de plancher sur une certaine hypothèse. Peut-être que ça vient de la nature, des rayons du soleil, ou alors peut-être que ça vient de cette pierre. Cette pierre est apparemment une pierre avec un produit blanc sous l'eau et bleu à la surface. Donc certaines personnes pensent qu'il remonte à la surface, colorant ainsi la couleur de cette plage dont les lumières sont bleues. Vous ne la connaissez peut-être pas, mais il y a cette plage qui existe bel et bien. Je l'ai regardée et je lui ai dit que je connaissais parfaitement cette plage. J'ai fait le tour de tous les événements les plus... J'ai fait le tour de tous les endroits les plus surprenants de la planète. J'ai pas fait le tour des 7 merveilles de la planète, mais j'ai fait le tour de tous les endroits les plus surprenants de la planète. La porte de l'enfer, la porte de l'enfer qui se trouve en plein milieu de la neige. J'ai été la voir. Les pierres vivantes, j'ai été les voir. Cette, cette magnifique plage bleue dont les vagues s'illuminent quand on marche et qu'on nage dedans. J'ai été la voir. J'ai été voir tous ces endroits les plus surprenants. Il m'a regardé et a dit et qu'est-ce que vous en avez déduit de ces endroits? Il n'y a pas quelque chose qui vous a paru un peu inconnu? Je l'ai regardé et j'ai dit non mais sérieusement là la seule chose qui me paraît un peu inconnue c'est que vous voulez pas me dire ce que c'est. Il m'a expliqué encore une fois mais je vous ai dit que tout sort de cette pierre, tout sort de cette étrange pierre blanche au fond de l'océan. Je l'ai regardé et je lui ai dit moi je veux savoir pourquoi est-ce que mes copains se sont ouverts en deux. Je veux savoir pourquoi est-ce que mon copain a vomi du mercure. Je veux savoir pourquoi est-ce que je veux savoir pourquoi est-ce que mon copain a commencé à saigner. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu un afflux de sang. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il s'est ouvert la gorge pour pouvoir le terminer, pour pouvoir revenir à la normale. Et pourquoi est-ce que moi j'ai rien? Ils ont accepté trop vite la nouvelle. Je sais que je les adore et qu'ils m'aiment aussi en retour, mais ils ont accepté trop vite la nouvelle que moi je n'ai rien. Il m'a regardé et a dit mais vous avez une santé parfaite. Vous avez une santé parfaite, vous courez avec votre chien, vous marchez, vous sortez, vous allez avec des amis, vous allez avec des amis, vous m'avez dit que vous ne buvez pas trop, mais de temps en temps. Et je l'ai regardé et je lui ai dit oui, mais j'ai une santé qui n'est pas complètement parfaite. Et eux aussi ont une bonne santé. Là, il m'a regardé, après les dossiers de Morgan et après les dossiers de Trent, ce qui m'avait déjà énervé. Il les a posés sur la table et a dit oui, mais Trent a été un toxicomane. Je lui ai dit ça, je le sais, en frappant sur la table. Ensuite, il m'a dit oui, mais Morgan, lui, il a joué avec son sang. Je lui ai dit ça, je le sais, encore une fois, je me suis avancé. Je lui ai dit ce que je veux savoir, c'est pourquoi. Pourquoi moi, j'ai rien. Je voudrais avoir quelque chose, je me sens si coupable. Le médecin m'a regardé et a dit si vous vous sentez coupable de ça, c'est une psychologue qu'il faut aller voir. Je peux vous donner l'adresse de plusieurs psychologues. Il l'a fait et m'a donné l'adresse de plusieurs psychologues pour pouvoir peut-être calmer ma culpabilité. Pour pouvoir calmer ma culpabilité parce que je me sentais si coupable. J'ai regardé les adresses en marchant dans le couloir. J'ai bousculé la jeune femme sans faire exprès, je me suis excusé. Finalement,
Quand je suis arrivé, j'ai appelé une psychologue. Quand je suis arrivé, Quand je suis arrivé à l'appartement, j'ai ouvert la porte, j'ai appelé une psychologue, je me suis mis sur le siège qui était juste à côté de la porte. J'ai pris mon PC et j'ai parlé avec elle. On a parlé longtemps, j'ai dit que c'était un problème de culpabilité. Elle m'a dit que c'était un problème complètement normal. Quand j'ai expliqué la situation, elle m'écoutait avec son stylo et avec son bloc-notes. Morgan, Morgan et Trent sont arrivés juste après. Je m'étais endormi sur le côté, avec mon PC sur mes genoux. Ils m'ont demandé qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu viens de faire? T'as fait tes devoirs? Je les ai regardés. Trent m'a dit ouais, qu'est-ce que t'as fait? T'as révisé? Et je leur ai dit non. Ils m'ont tous les deux demandé pourquoi tu t'es endormi près de la porte. Je me suis mis près d'eux et je leur ai dit écoutez, je me sentais tellement coupable, j'avais tellement de culpabilité en moi qu'il ne m'arrive rien, et que vous, il vous arrive des choses après ce test, que j'ai appelé une psychologue. J'ai dû m'endormir après avoir parlé. Trent a haussé les épaules et pour rire, il m'a dit les psychologues sont tellement barbants parfois. Je l'ai regardé, je l'ai regardé et ça m'avait fait sourire. Finalement, on est rentré dans la chambre, je me suis endormi près de Trent et Morgan. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de me réveiller demain et voir si je n'avais plus de culpabilité en moi. Ce matin-là, je me suis réveillé et j'ai pas réveillé Trent et Morgan. J'ai pas réveillé Trent et Morgan. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu ma Tesla blanche. Ma Tesla blanche était garée entre la voiture de Trent. La voiture de Trent et Morgan. Ma Tesla blanche était garée juste entre la voiture de Trent et Morgan. J'ai regardé alors la voiture de Morgan, qui était une Audi Q7. Une Audi Q7 bleu foncé. J'ai regardé sa Audi Q7. Ensuite, juste de l'autre côté, j'ai regardé la voiture de Trent. La voiture de Trent, c'était une BMW. Une BMW grise. Une BMW grise auquel il venait de changer les pneus. Il venait de changer les pneus. Dessus, il y avait encore les plastiques. Dessus, il y avait encore les plastiques blancs qu'il devait retirer. Les jantes étaient nouvelles, elles aussi. Il venait de les changer, et sa voiture, il la lavait tout seul. Il la lavait tout seul, elle était toute propre. Elle était toute propre et au soleil, je pouvais encore apercevoir les traces de lavage. J'ai regardé sa voiture, j'ai regardé la voiture de Morgan, j'ai regardé la mienne, je suis descendu. Quand j'étais dans ma voiture, je me suis arrêté. J'ai allumé mon GSM, j'ai déverrouillé mon GSM, et j'ai appelé le médecin. J'ai appelé le docteur et je lui ai dit, écoutez, j'ai un chien, je voudrais faire un test. Je voudrais faire un test avec mon chien. Il m'a regardé et il m'a dit, ok, quel genre de test vous allez faire? Je lui ai dit, le premier test qu'on m'a fait faire avec le tapis roulant, je voudrais le faire avec mon chien. C'est possible de le faire? Est-ce que ça existe des genres de masques qu'on peut mettre sur la gueule d'un chien? Je voudrais lui faire faire ce test. Il m'a demandé une question qui paraissait toute, il m'a demandé une question qui paraissait toute bête, mais j'ai quand même répondu. Il m'a dit, votre chien, c'est quoi? C'est quoi comme race? Dans ma voiture, j'ai dit que c'était un berger malinois, une jeune berger malinois. Il a répondu alors, une jeune, c'est une femelle? J'ai répondu oui. J'ai dit que les femelles étaient plus. J'ai dit que les femelles étaient beaucoup plus malines que les mâles. J'ai entendu le médecin, j'ai entendu le médecin un petit peu rigoler. Un petit peu rigoler, mais je n'ai pas pu apercevoir s'il avait un sourire en coin ou quoi que ce soit. Il m'a regardé et m'a dit, c'est vrai. Ensuite, il m'a dit, apportez-la demain, on verra ce qu'on peut faire. Ils ont mesuré à la taille de Blake, ils ont mesuré la taille de Blake, sa corpulence, ils ont mesuré sa gueule, son museau, ils ont mesuré sa taille entière, et ont créé un masque spécialement pour elle. Le lendemain, je suis revenu, on m'a mis le masque, on m'a de nouveau demandé de retirer mon t-shirt, ils m'ont apporté un bac noir dans lequel j'ai mis mes affaires. Ils m'ont apporté un t-shirt au mode gris avec l'insigne en noir. Je l'ai mis et on m'avait mis les mêmes électrodes, on m'avait mis le même masque, la même odeur. J'ai commencé à courir un peu plus longtemps et à côté il y avait un petit tapis roulant. Un petit tapis roulant qui était un petit peu plus petit, qui faisait un petit peu plus que sa taille, et j'avais apporté Blake. Ils se sont occupés de Blake, mais j'ai avoué dire au médecin que je voulais rester à côté de Blake pendant qu'il lui mettait le masque. Elle avait besoin de moi, je la connaissais depuis que j'étais tout petit, depuis que j'avais 4 ans, et j'ai 27 ans. J'ai 27 ans, je la connais depuis que j'ai 4 ans. Depuis que j'ai 4 ans, c'est mon chien. Je l'ai connue toute petite, donc
Donc c'est pas que je peux pas m'en séparer, c'est pas que je peux pas la laisser seule, je le fais parfois. Mais là, dans des situations comme celle-là, j'ai envie d'être avec elle. Le médecin m'a regardé et a dit que c'était tout à fait normal. Je suis resté assis dans un coin, j'ai regardé Blake. De temps en temps, elle me regardait et je sentais que j'avais besoin de venir près d'elle. Je venais près d'elle. Je venais près d'elle et je la rassurais. Je la prenais par le buste, par, par les pattes avant. Je la caressais sous les oreilles et je lui disais que tout allait aller bien. Je me mettais accroupi près d'elle, pendant que tout le monde travaillait autour d'elle. Il lui mettait ce masque. Ensuite, ils l'ont fait grimper. Ils l'ont fait grimper en la poussant par l'arrière un petit peu, comme s'ils la mettaient dans une cage. Ça, j'avoue que ça ne m'a pas plu. Je l'ai regardé et j'ai simplement fait grimper par moi-même. Je l'ai fait grimper par moi-même en l'appelant, en me mettant au-dessus, en me mettant au-dessus de son tapis roulant. Elle s'est mise sur le tapis roulant. On l'a mis en route et elle a commencé à avancer, comme si elle marchait, comme si on était tous les deux en promenade. On a mis le tapis roulant à côté de moi et elle marchait de plus en plus vite. Au fur et à mesure que le mien, au fur et à mesure que le mien s'avançait, quand j'ai mis les brassards, au fur et à mesure que je courais de plus en plus vite au fur et à mesure que je courais de plus en plus vite et que le tapis roulant s'avançait de plus en plus vite, commençait à avancer de plus en plus vite, le sien aussi. Et je la regardais. Elle me regardait comme si on échangeait quelque chose à un moment. Et à ce moment-là, je lui ai dit que je voulais simplement savoir en fait si elle avait le même train de vie que moi, si sa santé était comme la mienne. Ils ont été récupérés. Ils ont été récupérés dans une salle à part. Ils ont récupéré alors les les dossiers qu'ils avaient sortis. Quand ils ont eu le dossier, quand ils ont eu son dossier, le dossier de Blake, je lui avais dit sa date de naissance, le chenil où je l'avais récupéré, le refuge où je l'avais récupéré, là où je l'avais soigné, la clinique où je l'avais soigné, et quand est-ce que je l'avais fait soigner pour la dernière fois. Je lui ai dit sa race, j'avais tout dit, et ils ont fait un dossier entier sur elle. Ils me l'ont donné, ses poumons étaient parfaits, son cœur était parfait, comme moi, le même train de vie. Le même train de vie aussi serein que le mien. Je savais tout, ce qu'il y avait à savoir, et j'avais terminé par conclure. J'en avais terminé par conclure en sortant, en m'asseyant dans ma Tesla et en mettant Blake de l'autre côté sur le, sur le fauteuil passager. J'ai regardé Blake et je lui ai dit, si ça se trouve, en fait, ils sont capables, ils sont capables d'une immense empathie, Morgan et Trent. Si ça se trouve, quelque part, ça leur suffit de m'aimer. Elle a incliné la tête, a levé les oreilles. Elle a levé les oreilles et a incliné la tête. Quand je suis arrivé devant l'appartement, j'ai garé la Tesla. Je me suis arrêté, j'ai levé les yeux, j'ai regardé l'appartement de haut, et je me suis dit, à mon avis, ça leur suffit de m'aimer. Ils s'en foutent que j'aille bien ou que j'aille mal. Enfin, que j'aille mal, non, mais que j'aille bien, que mon métabolisme soit meilleur que le leur, ils s'en foutent. C'est moi qu'ils aiment. Je suis rentré, quand je suis arrivé, Trent et Morgan m'attendaient. Et je leur ai dit, je suis désolé d'avoir disparu comme ça, mais j'ai été faire un test. J'ai été faire le même test que j'ai fait au tout début, avant qu'on fasse le test sur cette substance. J'ai été refaire le même avec Blake, je voulais savoir si elle avait le même train que moi. Trent m'a regardé et a dit, mais d'office, bien sûr qu'elle a le même train que toi, elle est tout le temps avec toi. C'est comme ton enfant, t'as jamais oublié ça. C'est la seule chose que t'as jamais oubliée. Je les ai regardés et j'ai dit, non, c'est faux. La seule chose que j'ai jamais oubliée aussi, c'est que je vous aime. Un soir, on avait été prendre un café avec Trent et Morgan. On était en train de parler de pourquoi est-ce qu'on avait pris cette substance psychotrope, pourquoi est-ce qu'on avait essayé ça. Jusqu'à preuve, jusqu'à preuve de l'inverse, on avait essayé seulement des voitures ou alors des choses qui étaient techniques ou mécaniques. On était en train de se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on avait essayé ça? Pourquoi est-ce qu'on avait fait ça? Pourquoi est-ce qu'on avait essayé de faire ça? On ne trouvait pas de réponse, on se disait simplement que comme on avait participé, comme on était les participants à une expérience, comme on était, comme on était pratiquement liés à ce laboratoire et qu'il fallait qu'on teste, qu'on avait choisi de devenir mannequin test pour pouvoir voir si leur projet fonctionne. Comme on avait choisi de faire ça, eh bien peut-être que tout simplement il fallait qu'on suive ça jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils changent de mannequin. Jusqu'à ce qu'ils changent de mannequin test, ou en tout cas jusqu'à ce qu'ils changent de participants à leur expérience. Il fallait qu'on suive tout le trajet jusqu'au bout.
On ne trouvait pas de réponse, mais on s'est dit vraiment que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve de l'inverse, on a vraiment testé que des choses qui étaient mécaniques, ou alors que des choses qui étaient comme par exemple des voitures, ou comme par exemple des SUV. On a testé un SUV, on a testé une voiture, on a testé aussi mon bras électrique qui fait partie de WOMED. C'est ça qui nous a lancé là-dedans. C'est mon bras électrique qui fait partie de WOMED, ma prothèse, liée à ma maison IA qui se trouve tout en haut. Ma maison IA qui se trouve tout en haut de New York, sur les collines de New York. Eh bien, c'est c'est cette maison qui nous a lancé là-dedans. Je me suis alors demandé, pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Et quand on est rentré à la maison, ma mère nous a ouvert et, elle était en train de regarder debout. Debout, elle était en train de regarder l'écran. Elle était en train de regarder l'écran et juste debout, on s'est mis à côté d'elle et tout le monde qui avait participé à cette expérience. Tous ceux qui avaient participé à cette expérience au laboratoire étaient en train de se faire arrêter pour avoir vendu une substance psychotrope à des personnes qui étaient censées simplement la tester. Parce que même classée médicale, cette substance était quand même classée psychotrope, donc était une drogue. Ils étaient tous en train de se faire arrêter. Quelque part, j'avais envie de dire bien fait, mais on avait quand même accepté. Donc ce n'était pas contre notre volonté. Mais on était tous face à l'écran, en train de se dire que c'était peut-être même bien fait pour eux.